Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à nos mardis de l'Espace des Sciences et bonsoir Jean-Pierre Luminet. Merci beaucoup d'être avec Bonsoir. nous pour cette soirée qui s'intègre dans nos activités parce que 2009, c'est l'année mondiale, vous le savez, on vous l'a déjà dit plusieurs fois à l'Espace des Sciences, c'est l'année mondiale de l'astronomie. Et donc, cette conférence est placée sous les auspices de cette année. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de Maëtte Chantrel, qui récupère un petit peu de ses étonnants voyageurs à Saint-Malo et qui prend quelques jours de repos, je pense qu'ils sont bien mérités. Alors tout d'abord, je voulais vous donner 3 petites informations pratiques. Vous dire que cette conférence est filmée grâce aux moyens du CREA de l'Université de Rennes 2 et que d'ici une semaine ou deux, vous la retrouverez sur notre site internet espace-science.org. Et merci à Germain Huard qui est parmi nous ce soir et qui donc filme cette soirée. Deuxième petite information, cette conférence est interprétée en langage des signes et à ma gauche, vous avez Lucie Bacala et Christine Dronet donc, qui vont se succéder pour traduire cette conférence et interpréter en langue des signes la soirée. Et puis enfin, je voulais vous dire qu'après la conférence et la séance de questions, on aura une dédicace des ouvrages avec David, que vous avez peut-être vu à l'entrée, qui se tient à votre disposition de la librairie du Forum, pour présenter donc les ouvrages, et Jean-Pierre Luminet les signera. Alors Jean-Pierre, vous êtes déjà venu plusieurs fois à l'Espace des Sciences, j'ai regardé ça tout à l'heure avant votre arrivée, vous êtes venu en 1996, en 2004 et en 2007, il n'y a pas si longtemps que ça, et la dernière conférence, il y a 18 mois, vous nous aviez parlé des trous noirs. Oui. Hein, voilà. Donc, merci de m'inviter aussi régulièrement. Et merci au public d'être aussi fidèle. Je pense qu'il vous le rend bien. Voilà, et donc vous êtes un petit peu un habitué de l'Espace des Sciences et on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Alors avant de vous présenter, je voulais aussi vous donner quelques petites nouvelles de l'Espace des Sciences. Vous dire que dans la salle Eureka, nous avons une très belle exposition, numériquement vôtre, des animations dans la salle de la Terre, dans notre laboratoire de Merlin, et puis, puisque Bruno est parmi nous ce soir, notre magnifique planétarium, qui est un lieu merveilleux vraiment que je vous invite à découvrir, puisque je pense que vous aimez l'astronomie. Et Bruno et Priscilla ont préparé une séance spéciale d'astronomie à l'occasion de cette année de l'astronomie qui est intitulée Clair de Lune, et Clair avec un S et de Lune aussi avec un S. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs satellites naturels autres que la Lune et qui sont bien différents de la Lune. Des satellites naturels que l'on connaît bien, m'a dit Bruno, depuis le 5 mars 1979, date à partir de laquelle donc, la sonde Voyager nous a envoyé des images de ces autres satellites. Et ces satellites sont merveilleux et vous pourrez les découvrir au planétarium de l'Espace des Sciences. Vous préparez également aussi, Bruno, avec Priscilla, une série d'animations avec des séances spéciales au planétarium pour vivre aussi un grand moment, fêter un anniversaire. Il y a 40 ans, l'homme s'est posé sur la Lune le 21 juillet 1969. Certains s'en souviennent sûrement dans la salle. Et il y aura donc toute une activité phare au planétarium ces journées-là. Et puis également, je crois, une séance sur Galilée qui a déjà été présentée à l'Espace des Sciences en début d'année, qui a eu beaucoup de succès au niveau du public et qui sera proposée régulièrement à partir de septembre prochain. Bon, l'Espace des Sciences aussi, c'est aussi nos 25 ans, notre revue Science Ouest. Et vu qu'elle a été imprimée et livrée hier à l'Espace des Sciences, je n'ai pas résisté au plaisir donc, de vous la présenter. Dans le dernier numéro, vous y découvrirez un article intéressant qui m'a beaucoup touché parce qu'il est signé par Paul, notre président. Et Paul, en introduction, souligne que, je vais vous le citer, les crises énergétiques, climatiques et environnementales sont l'objet de programmes de recherche nouveaux. Ces programmes nous poussent irrémédiablement vers des innovations dont certaines seront en rupture complète avec notre culture. Notre capacité à mieux accepter les bouleversements qui en résulteront passe par une refonte totale de notre système éducatif. Voilà qui est bien dit et je pense que c'est un message que Paul nous laisse et qu'on essaiera, nous, de faire vivre à l'Espace des Sciences avec toutes nos activités. Alors dans ce numéro, vous y découvrirez aussi beaucoup d'autres choses. Les 25 ans de l'Ifremer de Brest, qui est un grand organisme de recherche en Bretagne. Et puis, il y a un thème sur l'innovation qui est à l'honneur également. Puis j'ai trouvé un article assez marrant qui s'intéresse aux bitumes qu'on est en train de tester en Bretagne. Ce sont des bitumes qui sont
sont fabriqués à la façon mayonnaise. Si vous vous rappelez un petit peu les expériences de physico-chimie, c'est une émulsion, la mayonnaise, et donc on conçoit ces bitumes, on les teste tout près de Rennes pour les fabriquer en utilisant le moins d'énergie possible. Vous voyez, donc ce sont des activités qui se déroulent en Bretagne. Alors, j'en arrive à vous, Jean-Pierre, parce que c'est vous ce soir qui êtes à l'honneur. Vous m'avez dit que vous étiez né à Cavaillon, vous étiez un homme du Sud, méridional. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Vous avez modélisé l'univers chiffonné. Vous m'avez dit que c'est ça votre travail de recherche le plus important. Alors, je pense que le public voudrait bien savoir un peu ce que c'est que cet univers chiffonné. Oui, alors en fait, je me suis toujours intéressé dans ma recherche aux distorsions de l'espace et du temps. Alors, je me suis penché d'abord sur ces créatures fascinantes que sont les trous noirs, qui distordent dans leur voisinage l'espace et le temps. Et puis après, je me suis intéressé à de possibles mirages globaux, des distorsions globales de l'espace, à travers des modèles mathématiques, tout d'abord, que j'ai appelés des modèles d'espace chiffonné, pour métaphoriquement suggérer l'idée qu'on puisse avoir un espace avec une structure assez compliquée, replié sur lui-même, reconnecté. Et puis ce qui est tout à fait fascinant dans cette aventure, parce que c'est une aventure intellectuelle au départ, c'est que ces modèles apparemment abstraits peuvent parfaitement fonctionner pour décrire notre espace cosmique réel. Et la cerise sur le gâteau ayant été en 2003 des observations d'un satellite de la NASA qui a cartographié le fond du ciel, ce qu'on appelle le rayonnement fossile, et qui a donné quelques indications sur une forme effectivement chiffonnée de l'univers qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique. Alors, derrière ces termes très compliqués, j'ai, parmi mes nombreux ouvrages que j'ai publiés pour le grand public, il y en a un qui s'appelle L'univers chiffonné, voilà, qui explique tout ça en termes simples. Je regrette, on ne l'a pas parmi nous, l'ouvrage, mais il est à la bibliothèque, il est emprunté, donc c'est bon signe. C'est bon signe. Voilà. Alors, vous aimez les sciences, l'histoire, la musique, l'art, beaucoup de choses. En plus, vous les pratiquez, vous nous l'avez déjà dit, vous êtes poète. Vous aimez beaucoup établir des liens entre la poésie, l'art et les sciences. Vous avez écrit 22 livres. Beaucoup sont traduits, même presque tous, je pense, à l'étranger. Vous avez un astre qui porte votre nom. Vous avez eu 2 prix scientifiques, Georges Lemaître et le prix européen de la communication scientifique. Et puis, vous êtes aussi un spécialiste reconnu au niveau mondial sur les trous noirs. Et je me rappelle très bien une de vos conférences que vous nous aviez présentée, c'était au Triangle, et elle nous avait vraiment fasciné, cette conférence. Et vous venez de publier un livre avec Elisa Brune, chez Odile Jacob, Bonnes nouvelles des étoiles. Alors, j'ai un petit peu immédiatement envie de vous demander, alors vous en avez des bonnes nouvelles et celle qui vous tient peut-être le plus à cœur? Oui, alors le livre étant paru au mois de mai, c'est-à-dire c'est vraiment tout frais, donc ce sont des bonnes nouvelles toutes fraîches. Oui, il y a plein de nouvelles que l'on peut considérer bonnes par rapport aux perspectives terrestres plutôt moroses que l'on a en ce moment, qui nous viennent du ciel. Alors, je ne sais pas, parmi ces bonnes nouvelles, je peux faire allusion, mais très brièvement, parce que je vais en parler dans mon premier transparent, au lancement réussi cette année de 3 extraordinaires télescopes. D'abord, ça a commencé en mars avec le télescope Kepler, et puis très récemment, les 2 télescopes lancés par la fusée européenne Ariane 5, Herschel et Planck. Mais je vais en dire un mot, ça c'est une bonne nouvelle, parce que ce sont des lancements réussis, ce sont des télescopes ultra performants qui nous permettront de faire 400 ans après Galilée des observations d'une finesse sans précédent. Et puis, peut-être la meilleure des bonnes nouvelles, c'est qu'on est peut-être sur le point assez proche maintenant de pouvoir répondre à l'immense question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» C'est-à-dire que cette fascinante idée de l'exobiologie c'est devenu si performante qu'aujourd'hui, on pense que peut-être dans quelques années, on aura une réponse positive, bien sûr, et pas négative à cette question, notamment avec un projet qui s'appelle Darwin, bien nommé. Nous sommes aussi l'année Darwin, n'oublions pas. Donc à l'horizon 2020, il y aura un télescope qui sera appelé Darwin, qui sera capable de faire des analyses chimiques d'atmosphère planétaire et d'y détecter éventuellement la signature du vivant à travers notamment la présence de l'ozone et de H2O. Ce sont des bonnes nouvelles. On voit bien que même vous, l'émerveillement des connaissances nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. L'émerveillement est sans fin devant la grandeur et la beauté de l'univers. Alors vous terminez quand même sur une moins bonne nouvelle. Ah, il y en a aussi. Mais elle est intéressante, cette moins bonne nouvelle. Moi, je l'ai remarqué. Vous parlez du métier d'astrophysicien. On vous sollicite souvent comment peut-on devenir scientifique? Les jeunes m'écrivent souvent pour me poser cette belle question. Voilà.
Et vous dites, le tableau n'est pas aussi romantique qu'on pourrait l'imaginer. Et puis là, je vais vous citer, et je pense que c'est intéressant pour notre public. Chaque année, la France compte environ 80 nouveaux doctorants en astrophysique, dont 20 à 30 obtiendront à terme un poste. Les autres, eh bien, ils se tourneront vers l'enseignement, la médiation scientifique, la recherche dans le secteur privé ou d'autres carrières exotiques. On comprend ainsi que pour devenir chercheur en astrophysique, il faut être à la fois passionné, brillant, persévérant et quelque peu désintéressé sur le plan matériel. Et là, vous donnez les chiffres. En effet, un jeune recruté, souvent à Bac plus 11, et qui fait partie, de par l'originalité de ses travaux, d'une élite intellectuelle mondiale, se retrouve avec un traitement brut mensuel de 1 967 € par mois, chiffre des grades du CNRS pour un chargé de recherche deuxième classe. À titre de comparaison, le salaire moyen d'un ingénieur débutant Bac plus 5 dans le privé est de 3 400 € par mois, qu'on ne s'étonne pas de la désaffection des filières scientifiques par les jeunes. Voilà. Bon, j'ai trouvé quand même ce message pour nous qui essayons quand même beaucoup de populariser les sciences pour intéresser tous les jeunes et les moins jeunes à la culture scientifique, que quand même là vous mettez bien les points sur les i. Il ne faut pas négliger non plus ces aspects voilà. Malheureusement pratiques. Alors, il y a beaucoup d'autres livres. Il y a une citation aussi qui est formidable, mais on la garde pour la fin. Je crois. On en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup d'autres livres. Les 3 livres, peut-être, sur lesquels... Qui font l'objet de la conférence. Soir, oui. Jean-Pierre Luminet, Le secret de Copernic. Alors, ces livres sont disponibles à la bibliothèque. Ce sont ceux de l'Espace des sciences, mais ils sont disponibles à la bibliothèque. Vous pouvez même les acheter à la sortie. Voilà. Et ils seront dédicacés. C'est un bon vendeur. La Discorde... Non, je plaisante. Non. La Discorde céleste. L'œil de Galilée. Et puis, on l'a ressorti, celui-ci, c'était l'objet de votre dernière conférence, Le destin de l'univers. Et puis, un très beau livre aussi qui date un petit peu plus, Figure du ciel, 10 ans. Tout juste. Voilà, oui. Qui est très, très beau, que je vous montre là, que vous pouvez emprunter. Et puis, nous, à l'Espace des Sciences aussi, avec l'aide de Bruno et de Priscilla, on a publié quelques petits ouvrages aussi de popularisation de l'astronomie. Le système solaire, aux éditions Apogée, La vie dans l'univers, Les planètes extrasolaires, Vie et mort des étoiles, et puis Du Big Bang à nos jours. Donc ce sont des petits livres de vulgarisation qui permettent d'enrichir, comment dirais-je, les séances au planétarium et qui permettent un petit peu d'aller plus loin. Alors, revenons à la conférence de ce soir. Jean-Pierre, le thème de la conférence concerne les bâtisseurs du ciel. Alors, en préparant notre programme, vous nous avez écrit un petit mot en nous disant que Galilée, Kepler, Copernic étaient des savants, engagés, visionnaires, érudits, intègres, habiles, négociateurs, je crois, aventuriers du savoir et avant tout humanistes. Je crois qu'on a hâte de vous entendre et je vous laisse la parole, donc avant de revenir avec vous pour la séance des questions. Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet. Merci à vous. Voilà, donc je réitère mes remerciements pour cette invitation et votre présence très nombreuse. Et pour commencer, ce n'est jamais mal de répéter les choses. Année mondiale de l'astronomie. Je le répète pour la bonne raison, c'est que très souvent, en général, on fait allusion au 400e anniversaire des observations de Galilée, des premières observations télescopiques de Galilée. Et vous allez voir que l'un des sujets essentiels, l'un des thèmes essentiels que je développerai aujourd'hui, qui est un sujet sur l'histoire des sciences, c'est qu'en fait, de nouvelles observations, si elles ne sont pas accompagnées d'une nouvelle grille de lecture théorique, ne donnent à rien. Et donc, en fait, sans la lecture théorique de Kepler, les observations de Galilée n'auraient pas donné grand-chose. Et la véritable révolution astronomique datant effectivement de cette année un petit peu symbolique, 1609, est également due à ce extraordinaire génie qui était Johann Kepler, qui la même année, 1609, a publié un ouvrage fondamental, qui est un ouvrage de mathématicien, un ouvrage de théoricien, qui s'appelle Astronomia Nova, Astronomie nouvelle, dans lequel, comme vous le savez sans doute, il décrit pour la première fois les lois du mouvement planétaire autour du Soleil. Les planètes suivent des ellipses autour du Soleil, donc c'est vraiment le début de la mécanique céleste moderne. Et donc ces 400 ans rendent hommage à cette conjonction donc, de deux grands événements, l'un observationnel et l'autre théorique. Et puis donc je redis un mot sur l'an 2009 qui voit donc le lancement donc, de 3 magnifiques télescopes. Le télescope justement dénommé Kepler, qui a été lancé par la NASA au mois de mars
et qui, comme le suggère ceci, qui n'est pas une image d'astronomie comme vous le devinez, mais ce qu'on appelle une vue d'artiste, est chargé en fait de détecter des planètes extrasolaires. Ça fait partie des sujets en plein développement dans l'astronomie d'aujourd'hui, par la méthode dite du transit, c'est-à-dire on a une planète qui passe comme une sorte de petite tache noire devant le disque brillant d'une étoile, en provoquant une mini-éclipse, c'est-à-dire en fait une chute très très faible de la luminosité de l'étoile. Et le télescope Kepler va surveiller 100 000 étoiles proches de nous pendant 4 ans, en surveiller la luminosité, et va être capable de détecter des chutes de luminosité de l'ordre du 100 millième à peine, signe que peut-être donc une petite planète de type terrestre est passée devant. Donc cela va élargir notre catalogue de planètes extrasolaires déjà bien fourni, mais l'élargir surtout avec des planètes de faible masse, c'est-à-dire non pas des grosses planètes géantes gazeuses comme Jupiter, qui sont peu propices à abriter la vie, mais des planètes de type terrestre, à surface solide, avec donc peut-être une atmosphère, de l'eau liquide et peut-être donc des formes de vie. Donc on s'approche de ce que je vous disais tout à l'heure, la bonne nouvelle que nous sommes peut-être effectivement pas si loin d'avoir des indices probants d'une vie ailleurs dans l'univers. Et puis très récemment, j'espère que vous en avez entendu parler dans la presse, même si les médias d'aujourd'hui se font de moins en moins écho aux grandes nouvelles de la science, l'Europe a lancé le mois dernier, par une fusée Ariane 5, 2 extraordinaires télescopes, Herschel et Planck, qui sont des télescopes des origines. Herschel observe dans l'infrarouge, c'est-à-dire donc c'est un domaine de longueur d'onde où essentiellement on va détecter des étoiles en train de naître ou des fœtus, des germes de galaxies. Donc on va plonger dans le premier milliard d'années de l'histoire de l'univers. Quant au télescope Planck, il est encore plus fascinant dans sa plongée dans le passé, puisque c'est un télescope qui va se consacrer essentiellement à ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est-à-dire le rayonnement qui a été émis à peine 400 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire 14 milliards d'années dans le passé par rapport à nous. C'est la toute première lumière émise dans l'histoire de l'univers. Et les observations de ce télescope perfectionneront des observations déjà obtenues par des télescopes précédents et nous permettront, en décodant donc cette carte du rayonnement fossile, de remonter donc en fait aux propriétés initiales de l'univers et également donc peut-être d'avoir de meilleures idées sur son destin futur. Voilà, donc ça c'était le pont et le lien entre 1609 et 2009. Donc maintenant j'attaque directement le sujet de la conférence de ce soir, où je vais me concentrer en fait sur un siècle extraordinaire. Donc je vais faire de l'histoire des sciences, le siècle que j'appelle le siècle des bâtisseurs du ciel, puisque entre l'an 1543, qui est l'an en fait de la publication par Nicolas Copernic de son ouvrage La Révolution des orbes célestes, et puis 1642, qui est l'année en fait de la mort de Galilée, vont se succéder effectivement une succession de penseurs dont je vais vous parler aujourd'hui, donc Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée et bien d'autres moins connus au panthéon de l'histoire des sciences, qui ont complètement changé notre vision de monde. Donc ce sont les artisans d'une grande révolution, simplement non seulement une révolution dans le domaine de nos connaissances en astronomie, une révolution plus profonde dans le champ des sciences tout entier, et évidemment une révolution donc dans le champ de la société, car il est évident que les grands changements de paradigme scientifique, et notamment les changements de vision du monde, les nouvelles perception que l'on peut avoir, par exemple, de la place de l'homme dans l'univers change également les perspectives de la société. Et tout le monde sait que cette révolution a été couronnée, notamment un peu plus tard, par Newton. Et c'est grâce à Newton que en fait, la société industrielle en Occident a pu se mettre en place. Donc ce sont vraiment des événements capitaux dans l'histoire de nos cultures qui ne se focalisent pas seulement sur un petit épisode, certes glorieux, de l'histoire des sciences. Alors je vais me fonder en partie sur une série, bon ça c'est pas très modeste ce que j'ai mis, mais bon c'est vrai que j'ai entrepris depuis quelques années également une série de récits qui prennent la forme du roman, mais qui sont évidemment extrêmement documentés sur le plan historique, qui racontent donc les vies tout à fait extraordinaires, les vies et les œuvres de ces personnages, de ces penseurs fulgurants, en but évidemment avec la société de leur temps, parce que ce sont des révolutionnaires en pensée en tout cas, et ce sont évidemment des êtres de chair et de sang qui ont vécu des passions terrestres et des passions célestes, et donc au-delà de leur œuvre scientifique, également donc leur vie personnelle qui est digne d'être racontée sous forme romanesque. Alors ce soir, j'oublierai le roman pour ne vous parler que des faits scientifiques.
Bien, alors comme c'est une très longue histoire, je vais évidemment aller à grands pas en omettant beaucoup évidemment de détails historiques très intéressants, mais peut-être que vous aurez des questions peut-être plus précises à demander à la fin. Alors rappelons tout d'abord, avant de commencer, quel était finalement l'état de nos connaissances en astronomie à l'aube du XVIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où Copernic a accompli son œuvre. Eh bien donc régnait en fait l'astronomie qu'on appelle l'astronomie de Ptolémée. Donc vous savez, Ptolémée, c'est ce très grand savant dont j'ai d'ailleurs brièvement écrit également l'histoire romanesque dans un roman précédent qui s'appelait Le bâton d'Euclide, qui vivait au IIe siècle après Jésus-Christ, qui représente un petit peu le couronnement de l'astronomie grecque, qui est une astronomie mathématique qui cherche à décrire par des mouvements géométriques les trajectoires des planètes et faire des prédictions. Et donc Ptolémée, auteur donc d'un célèbre ouvrage, l'Almageste, quasiment immortel, puisque donc c'est un système qui, je vous le rappelle, est un système dit géocentrique, c'est-à-dire dans lequel la Terre est au centre de l'univers et absolument fixe, c'est-à-dire elle ne tourne même pas sur elle-même. L'ensemble donc de l'univers tourne autour de la Terre, et vous voyez donc un univers étagé. Les astres sont censés tourner en cercle autour donc de cette Terre immobile, et l'univers est censé être fermé par la sphère dite des étoiles fixes, parce qu'à cette époque, évidemment, on n'a aucune idée des distances des étoiles, donc on pense qu'elles sont toutes à la même distance de la Terre et qu'elles occupent une sorte d'ultime sphère, une sorte de cristal transparent sur lesquels les étoiles sont accrochées et qui ferment en quelque sorte l'univers matériel. Donc ça, c'est le modèle géocentrique de Ptolémée. Mais évidemment, Ptolémée va rapidement s'apercevoir, en remarquable mathématicien qu'il est, qu'il ne suffit pas de faire tourner simplement les astres en cercle autour de la Terre pour reproduire correctement les observations. Il faut compliquer les choses, et là je vais y venir un peu plus précisément. Ici, c'est donc une page extraite de l'une des éditions plus tardives de son fameux traité de l'Almageste, où l'on voit donc l'apparition de ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire en fait une explication mathématique plus complexe de cercle sur cercle pour expliquer les subtilités des mouvements célestes. Alors toujours est-il tout de même que cette cosmologie, qui d'abord avait été proposée un peu sur le plan philosophique et métaphysique par Aristote, et puis avait donc perfectionné par les astronomes et mathématiciens grecs jusqu'à Ptolémée, proposait donc ce système du monde, dont vous voyez ici une superbe reproduction de l'époque médiévale cette fois-ci, où vous voyez donc l'étagement des astres autour de cette Terre immobile. Et vous voyez quelque part que le Soleil, eh bien, il est à mi-distance entre la Terre et les étoiles fixes. Il y a 3 planètes inférieures, 3 planètes supérieures. Donc le Soleil, on lui accorde non pas le centre du monde, mais au moins d'être au milieu des planètes. Voilà, c'est au moins un hommage que l'on rend à l'astre du jour. Donc c'est ça, donc le système géocentrique. Alors comme je vous le disais, déjà les astronomes grecs étaient attachés à, comme on le disait à l'époque, sauver les apparences. C'est-à-dire en fait, il y a des observations sur les mouvements des planètes au cours de l'année, par exemple, qui se déplacent sur le fond des étoiles fixes, et il faut être capable de rendre compte correctement de ces mouvements. Alors par exemple, quand on étudie le mouvement de la planète Mars, qui va jouer un rôle fondamental, comme vous allez voir dans toute cette histoire, eh bien on s'aperçoit qu'au cours de l'année, Mars a un mouvement complexe et fait des boucles dans le ciel. Certaines époques, il avance, et puis après, il a un mouvement rétrograde, et à nouveau, le mouvement s'inverse, et il se remet à avancer par rapport au fond des étoiles fixes. Alors, il est clair que ces rétrogradations de Mars, si on s'en tient au pur système initial d'Aristote, où on fait tourner la planète autour de la Terre, jamais vous ne reproduirez ces boucles vues depuis la Terre. Alors donc, assez vite, des astronomes et mathématiciens grecs ont imaginé des complications, c'est-à-dire donc des compositions de cercles. Donc la planète est cette fois-ci censée tourner autour d'un petit cercle appelé épicycle, dont le centre, lui, tourne autour d'un grand cercle, et la Terre est au centre de ce grand cercle. Ça marche mieux, mais pas encore suffisamment bien pour expliquer les observations de l'époque, donc on complique encore le système. Alors vous avez par exemple Hipparque, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui lui finalement adopte ce système, mais en décalant la Terre du centre du grand cercle.
Et puis donc le couronnement de toute cette astronomie mathématique qui va avoir du mal à s'abstraire de cette idée du cercle comme mouvement parfait, c'est justement Ptolémée, ce qu'il avait présenté dans l'Almageste. Donc la Terre n'est absolument pas au centre du cercle, mais il y a ce système d'épicycles. Et en fait, on peut deviner que, vu depuis la Terre, on peut avoir effectivement l'aspect, cette apparence de boucle faite par certaines planètes, comme la planète Mars, avec ses petits cercles qui roulent sur les grands cercles, vus de points qui sont la Terre, qui changent constamment au cours du temps. Donc on améliore pas mal la précision, au point que l'on arrive à faire des tables astronomiques, qui sont quoi? Ce sont une sorte d'éphémérides, si vous voulez, qui, à partir de cette théorie mathématique sur le mouvement des planètes, est capable de prédire les phénomènes célestes, par exemple les conjonctions entre les planètes, les éclipses, les lieux et les dates des éclipses, et tout un ensemble de choses astronomiques qui servent non seulement pour l'astronomie, c'est-à-dire pour la navigation, qui servent également, évidemment, à l'époque pour l'astrologie, qui joue évidemment encore un rôle important pour la société. Et voici, par exemple, un extrait de tables célèbres qu'on appelle les tables alphonsines, parce qu'elles avaient été commandées par le roi Alphonse X de Castille, dit le Sage, qui avait appelé à sa cour les meilleurs astronomes de son temps, pour travailler sur, évidemment, le système de Ptolémée, et pour établir et calculer, au cours d'années et d'années de calcul, justement des tables donnant les positions des astres dans le ciel, des tables sur lesquelles les astronomes et les navigateurs se fondaient. Alors pour vous donner quand même une idée, là on est juste du temps de Copernic, 1540, pour vous donner quand même une idée de la force et la puissance de ce modèle de Ptolémée, qui s'avérera évidemment complètement faux, comme tout modèle scientifique s'avère un jour ou l'autre faux, bien entendu, ce n'est simplement qu'une approximation, eh bien je vous montre deux planches extraites d'un des livres les plus spectaculaires de l'histoire de l'astronomie, qui est d'un dénommé Appianus, qui était le mathématicus, c'est-à-dire donc une sorte de ministre de la recherche de l'empereur Charles Quint, et qui lui a donc dédicacé ce livre d'astronomie, l'astronomie des Césars, 1540. Je vous montre deux planches qui sont évidemment fondées sur le système de Ptolémée. Ce sont des sortes d'instruments construits avec des feuilles de papier et de carton, c'est-à-dire donc vous avez des figures mobiles où vous pouvez faire tourner ces différentes feuilles de carton. On est visiblement dans le système d'épicycle et vous tendez des fils et vous lisez sur le cadran et comme cela vous pouvez prédire sur une période de 14 000 ans, par exemple la longitude de la planète Mars, avec une précision de quelques degrés dans le ciel. Donc c'est une prouesse tout à fait extraordinaire, ça montre bien que l'astronomie de Ptolémée marche quand même plutôt bien pour sauver les apparences. Alors donc telle est la situation qui règne du temps de Nicolas Copernic. Alors je rappelle Nicolas Copernic, vous savez sans doute qu'il était polonais, qu'il était chanoine polonais, donc voici ses dates, 1473, donc il est un petit peu avant la grande invention de l'imprimerie et surtout avant la découverte du Nouveau Monde, puisque en 1492, Copernic sera jeune homme étudiant en Italie et il va recevoir, comme tout l'ensemble de l'Europe, l'impact extraordinaire de la découverte du Nouveau Monde. Alors, les choses ne se font pas indépendamment. Quand on ouvre la géographie terrestre, on va forcément, quelque part, être amené à ouvrir la géographie du ciel, d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de hasard. Et puis, donc, la date finale, 1543. Donc Copernic était polonais, il est né dans cette petite ville qui s'appelle Torun, d'où cette citation que Voltaire dira plus tard sur ce trait de lumière qui éclaire le monde, qui est parti de cette petite ville de Torun. Donc, après donc, avoir passé l'essentiel de sa jeunesse en Italie, il est venu exercer donc, ses fonctions de chanoine, médecin, architecte et bien d'autres choses encore, et astronome bien sûr, au nord de la Pologne, dans une ville qui s'appelle Frombork. Voilà, alors il avait installé à l'embouchure de la Vistule un petit observatoire dans lequel il n'avait quasiment jamais le temps d'aller, parce qu'il avait tellement de charges autres que celles d'astronome, qui n'était pas du tout une charge officielle pour lui, qu'il passait très peu de temps à faire des observations astronomiques. Bien. Alors, quelle a été la vocation? Il y a toujours un élément déclencheur dans une vocation d'astronome. Eh bien, c'était le 9 mars 1497, lorsque le jeune Nicolas Copernic a été envoyé par son oncle
qui était son protecteur et son précepteur, l'a envoyé faire des études en Italie. Alors en Italie, à cette époque, la Renaissance bat son plein. Donc Copernic est contemporain des Michel-Ange, Léonard de Vinci, Pic de la Mirandole, Machiavel et tous ces grands esprits de la Renaissance. Toujours est-il que le 9 mars 1497, il y a un événement astronomique qui s'appelle une conjonction entre deux astres, entre la Lune et une étoile. Ça s'appelle une occultation. Alors précisément, donc en fait, c'est une étoile brillante, qui s'appelle Aldébaran, vous la connaissez sans doute, qui va s'engouffrer bientôt, dû au mouvement de la Lune, dans le golfe noir, ici. Alors, c'est un événement astronomique qui, normalement, est calculable et prédictible d'après les tables astronomiques, et notamment les tables alphonsines. Et l'événement, donc, a lieu à une certaine date et dans une certaine région du ciel. Donc, du coup, on peut comparer ce que l'on observe et les prédictions théoriques des tables astronomiques. Et c'est là que, justement, Copernic se dit que quelque chose cloche. Parce qu'il y a un écart de plusieurs semaines dans le temps et de plusieurs degrés dans le ciel entre cette occultation réelle observée et ce qui était prédit par les tables. Alors évidemment, les autres astronomes de l'époque, qui étaient lui de vrais professionnels, Copernic n'était encore qu'un jeune apprenti, ils le savaient très bien qu'il y avait des écarts, mais ils préféraient fermer les yeux, comme encore beaucoup de chercheurs aujourd'hui d'ailleurs, qui, face à des données nouvelles, préfèrent fermer les yeux pour sauvegarder le modèle existant, pour éviter de tout remettre en cause. Voilà. Eh bien, lui, Copernic, dans son intransigeance, qui montre déjà l'esprit qu'il sera plus tard, il se dit non, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut refaire le système du monde, il faut repenser la mécanique de l'univers pour expliquer donc en fait cet écart par rapport aux observations. Et l'idée donc géniale qu'il a, qui n'est pas la première idée dans l'histoire, puisque déjà des astronomes grecs l'avaient proposé, mais sans beaucoup de support expérimental, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le système héliocentrique, c'est-à-dire ce n'est pas la Terre qui va être au centre de l'univers, mais ça va être le Soleil. Alors du coup, la Terre va tourner autour du Soleil, va être animée d'un double mouvement. D'abord le mouvement de rotation sur elle-même, ce qui explique les apparences en 24 heures, puis après un mouvement annuel autour du Soleil. Et puis donc la Terre est ravalée au rang de planète ordinaire, tout comme Mars par exemple. Alors regardez le changement de perspective. Et j'insiste sur ce terme perspective, parce que n'oublions pas que Copernic, jeune, a été en Italie. En Italie, c'est là où on invente la perspective, dans l'art. Et Copernic, qui va fréquenter les milieux artistiques, va être fasciné par cette idée de perspective, de changement de point de vue. Et il va la porter dans le ciel. Et il va se dire finalement, les apparences, est-ce qu'on ne peut pas les appliquer en changeant de point de vue, en changeant de perspective? On fait bouger la Terre autour du Soleil, qu'est-ce qu'on voit de l'univers? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? La Terre tourne autour du Soleil, Mars tourne à vitesse plus faible que la Terre parce qu'elle est plus éloignée, et donc, vu depuis la Terre, les projections de Mars sur la voûte céleste font effectivement des boucles. Et donc on a un système d'une certaine façon beaucoup plus élégant, beaucoup plus économique que l'ancien système de Ptolémée, qui peut effectivement sauver les apparences avec plus d'efficacité et plus d'élégance. Alors Copernic va mettre au point ce système dans les années 1510. Il ne va pas le publier d'abord, il va simplement écrire une sorte de manuscrit préliminaire, une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui un préprint dans notre jargon, qu'il va envoyer, qui ne va pas imprimer, qui va simplement il va en faire quelques copies manuscrites, qu'il va envoyer simplement à quelques lettrés et quelques intellectuels de son époque. Et contrairement à ce que l'on peut croire ou peut lire dans des ouvrages un peu simplistes sur l'histoire des sciences, Copernic n'a jamais été inquiété en quoi que ce soit par les autorités religieuses dont il dépendait, c'est-à-dire le pape à Rome. En revanche, il a effectivement été condamné verbalement par les luthériens, parce que Copernic, c'était également un événement politique fondamental dans cette histoire-là, et contemporain de la naissance de la Réforme. Bien. Et donc, il y a effectivement ce propos attribué à Luther qui parle du fou, c'est évidemment Copernic qui veut renverser l'art de l'astronomie parce que, d'une certaine façon, en disant que c'est le Soleil qui bouge autour que c'est la Terre qui bouge autour du Soleil et non pas l'inverse, il semble contredire les saintes Écritures. Voilà. Donc cela, évidemment, n'empêche pas Copernic de faire son travail d'astronome et de publier en 1543, il a 60 ans, c'est la dernière année de sa vie, de publier cet ouvrage donc fondamental, La Révolution des orbes célestes, dans lequel
on voit pour la première fois, regardez ce diagramme, hein, extrait d'une édition originale, c'est le premier diagramme de l'histoire où on voit un diagramme qu'on appelle un système du monde, où on voit le Soleil au centre. Et vous avez déjà l'ordre des planètes, Mercure, Vénus, la Terre avec son satellite la Lune, et puis Mars, Jupiter, Saturne. Ça s'arrête là pour les planètes, qui sont les seules planètes visibles à l'œil nu, bien entendu. Et puis l'univers reste fermé par la sphère des étoiles fixes. Copernic ne bouleverse pas toute l'astronomie grecque, il conserve l'idée d'un cosmos relativement petit, clos, fermé par la sphère des étoiles, mais simplement ce cosmos n'est plus centré sur la Terre, il est centré sur le Soleil. Mais c'est déjà un premier, ce qu'il appellera lui-même d'ailleurs Copernic, le grand déménagement, un premier déménagement de la Terre. Voilà. Alors, simplement pour insister sur le fait que Copernic ne craignait pas du tout de son vivant des réactions défavorables de l'Église, il avait fréquenté dans sa jeunesse en Italie des ecclésiastiques et des cardinaux, dont l'un d'entre eux deviendra le pape Paul III, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, son traité des révolutions des orbes célestes est orné d'une magnifique dédicace au pape Paul III qu'il avait connu dans sa jeunesse, dans lequel il explique qu'en tant que philosophe de la nature, il ne prétend pas dans ce qui suit, proposer une hypothèse abstraite de plus, mais il propose réellement une nouvelle vérité du monde, une nouvelle vérité physique du monde. Donc effectivement, c'est une pensée extrêmement hardie, puisque de notre côté, par les luthériens, il a été condamné d'une certaine façon en disant que cette théorie semblait contredire la Bible et les Saintes Écritures. Voilà. Et puis donc, son traité est orné de lettres de soutien de plusieurs ecclésiastiques. Alors la chose tout de même étrange qui a brouillé les cartes, c'est qu'il y a une préface anonyme qui orne donc le début de cet ouvrage, qui est un avertissement au lecteur, vous voyez, sur les hypothèses de ce livre-là. Alors, je vous ferai la grâce de déchiffrer le latin, j'en fais une petite traduction rapide, qui dit la chose suivante. Il n'est pas nécessaire que les hypothèses soient vraies ou même vraisemblables, une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. Aucun philosophe ne saurait ni atteindre ni enseigner quoi que ce soit de certain, à moins qu'il ne lui soit révélé par Dieu. Laissons donc ces nouvelles hypothèses se faire reconnaître parmi les anciennes, nullement plus vraisemblables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça contredit absolument ce que Copernic écrit dans sa préface Paul III. Ça ravale à nouveau le livre au rang d'une pure hypothèse mathématique qui n'a aucune valeur fondamentale, car la seule vérité appartient à la pensée de Dieu ou éventuellement aux théologiens qui peuvent l'interpréter. Et cette hypothèse donc héliocentrique, selon cette préface, n'est pas meilleure que l'ancien modèle de Ptolémée. Et comme cette préface est anonyme, beaucoup à l'époque ont cru que c'était Copernic qui, lors d'un dernier repentir et d'une dernière crainte, aurait écrit cette préface pour se protéger. D'où cette idée un peu brouillée de Copernic, tantôt présentée comme un jeune esprit de la Renaissance humaniste, brillant, révolutionnaire, ou parfois présenté, et souvent présenté, comme un chanoine un peu craintif, frileux, n'osant pas trop faire de remous en publiant des théories révolutionnaires. Voilà. Alors bon, dans mon étude sur Copernic, pour écrire mon livre, j'ai clairement opté pour cette solution qui me semble de loin la plus plausible, ayant lu tout ce que Copernic a pu écrire par la suite, d'autant que, en fait, l'énigme de la préface anonyme a été résolue quelques dizaines d'années plus tard et sera d'ailleurs expliquée au grand public par Kepler. La préface anonyme a été rédigée évidemment à l'insu complet de Copernic par un théologien luthérien qui avait donc été payé par Mélenchon, le bras droit de Luther, pour casser l'œuvre de cet hérétique de Copernic en mettant donc cette préface qui diminuait la portée de la pensée de Copernic. Qu'est-ce qui se passe après la mort de Copernic ? Sur le plan astronomique, pas grand-chose, parce que son livre est extrêmement difficile à lire, pratiquement personne ne le comprend. En revanche, sur le plan, politique, la politique de l'Église, il y a quelque chose de très important qui s'appelle le Concile de Trente. Voilà. Et c'est un concile dans lequel, en fait, l'Église de Rome réalise
tous les dangers de toutes les formes d'hérésie qu'il peut y avoir, puisqu'il y a le protestantisme qui se développe. Il y a d'abord les luthériens, après il y a les calvinistes, après il y a les anglicans. Donc l'Europe est en train de se morceler entre des confessions différentes, la puissance de Rome est en train de diminuer. Donc les théologiens réunis dans ce concile se disent qu'il faut resserrer les boulons et chasser toute forme d'hérésie. Et en particulier, pas seulement les hérésies purement religieuses, mais les possibles hérésies scientifiques. Et du coup, Copernic, qui de son vivant avait été supporté par Rome, après sa mort, commence à devenir condamnable parce que du coup, ces théories, effectivement, sont soupçonnées d'être hérétiques. Et donc, ce qui sort du Concile de Trente, et si j'insiste, ça semble un détail, c'est que ça va jouer un rôle très important pour la suite dans l'histoire de Galilée, c'est que les théologiens décident, lors de ce concile, enfin, ce n'est pas les théologiens, c'est le pape, la bulle du pape, qui dit désormais l'interprétation des résultats scientifiques incombera à l'Église, c'est-à-dire les théologiens détiendront seuls la vérité sur l'interprétation des modèles scientifiques. Et les philosophes de la nature, c'est comme ça qu'on appelait les savants à l'époque, pourront effectivement proposer de nouvelles hypothèses, mais ne pas dire que c'est la vérité du monde, car la vérité n'appartient qu'aux théologiens. On retrouve l'esprit de la préface du théologien luthérien au traité des révolutions. Alors, après la mort de Copernic, il y a quand même quelques lettrés en Europe qui lisent le traité de Copernic et qui le comprennent, et qui l'acceptent. Alors, l'un d'entre eux, c'est un Anglais, que vous ne connaissez certainement pas, mais qui joue un rôle important dans l'histoire des sciences, il s'appelle Thomas Dix. Ici, vous voyez une édition originale, donc l'une des rares éditions originales, du traité de Copernic, avec l'annotation à la main de Thomas Dix, qui marque « The common opinion errs », c'est-à-dire l'opinion commune se trompe. L'opinion commune, c'est évidemment le système de Ptolémée. Et Thomas Dix va écrire un ouvrage qu'il va publier en 1576, qui s'appelle donc « Une parfaite description des orbes célestes », selon la très ancienne doctrine des pythagoriciens, récemment revisitée par Copernic. Bien. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un diagramme extraordinaire, où non seulement c'est un diagramme copernicien, parce que vous avez bien le Soleil au centre du monde, mais en plus, ça va plus loin que Copernic, parce que vous voyez que les étoiles ne sont plus à distance égale de la Terre, mais elles se répartissent dans un espace très grand, peut-être même infini. Donc c'est carrément une ouverture du système cosmologique vers la possibilité d'un espace infini. Et dès lors que l'on pense à un espace infini, il y a une conséquence incontournable à laquelle déjà les philosophes grecs avaient pensé, et les philosophes qu'on appelle les atomistes, c'est la pluralité des mondes. À partir du moment où vous avez un monde infini, rempli d'un nombre infini d'étoiles, donc peut-être de planètes, etc., vous en avez sans doute qui ressemblent à la Terre et vous avez peut-être d'autres humanités dans le ciel. Et vous savez que la pluralité des mondes habités a été défendue par un philosophe italien qui s'appelait Giordano Bruno. Et justement, après le Concile de Trente, ces thèses ont été jugées hérétiques. Et comme il a refusé, lui, d'abjurer, eh bien, il a été brûlé vif en place de Rome en l'an 1600. Ceci, évidemment, a beaucoup marqué les esprits, et Galilée, plus tard, lorsqu'il subira son procès, dont je dirai quelques mots à la fin, se souviendra évidemment de la condamnation de Giordano Bruno. Il faut être désormais très prudent avec les théories scientifiques. Bien, alors maintenant, je vais rentrer plus dans le vif du sujet dont je traite dans ma série romanesque, donc, après le secret de Copernic, donc les 2 épisodes suivants. Il y a un passeur du savoir qui joue un rôle essentiel dans toute cette affaire. Probablement, vous ne le connaissez pas non plus. Il s'appelle Michael Mestlin. Il était professeur d'astronomie et de mathématiques à l'université de Tübingen, qui était la meilleure université de l'Europe. C'est une université réformée, où on dispensait donc un enseignement remarquable. Alors, Michael Mestlin a très tôt été un copernicien convaincu. Alors, certes, au royaume de Luther et de Mélenchon, il ne pouvait pas enseigner la nouvelle théorie de Copernic devant ses étudiants. Donc, il était obligé d'enseigner Ptolémée, mais il repérait au cours de ses cours 2, 3, 4 étudiants à l'esprit un peu plus agile ou un peu moins endormis que les autres, et il leur faisait suivre des cours du soir, et pendant les cours du soir, il leur exposait la doctrine de Copernic. Voilà, et c'est comme ça que, formidable passeur du savoir, comme le sont les grands enseignants d'aujourd'hui à tous les niveaux, qui va faire passer les idées de Copernic sur une nouvelle génération. D'ailleurs,
avant d'être professeur prestigieux de mathématiques à l'université de Tübingen, Meslin va entreprendre un voyage de jeunesse en Italie. Il va commencer à donner des cours d'astronomie copernicienne en Italie, et sur les bancs de son auditoire, il y aura le jeune Galilée. Et Galilée va devenir très tôt copernicien, sans être astronome, comme on le verra. Galilée, pendant toute la première partie de sa vie, était physicien et non pas astronome, mais au moins très tôt, grâce aux leçons de Meslin, il est devenu copernicien convaincu. Mais surtout, et ce sera d'ailleurs d'une certaine façon le plus grand titre de gloire de Meslin, il a eu plus tard, sur les bancs de son université, un esprit extraordinairement hardi, qui est Johann Kepler. Et donc Kepler est devenu également très tôt copernicien convaincu grâce aux leçons de Michael Meslin. Alors avant justement d'aborder donc la vie et l'œuvre de ces deux personnages extraordinaires, Kepler et Galilée, complètement contemporains, il faut faire tout de même une étape par ce personnage tout à fait fascinant qui s'appelle Tycho Brahe. Alors vous voyez ici deux portraits du même personnage. Alors à gauche, visiblement, il est jeune, et puis à droite, il est beaucoup plus âgé, quelque peu décati, voilà, il buvait beaucoup de bière. Bon, alors, Tycho Brahe, alors, dans les deux cas, il a une moustache énorme, parce qu'en fait, c'était une sorte de viking, parce qu'en fait, c'était un Danois, descendant d'une grande famille aristocrate danoise, donc une sorte de colosse, si vous voulez, enfin, aussi large que haut. Puis alors, il a un portrait un petit peu bizarre parce que dans cette vie très aventureuse, on sait qu'à 20 ans, il s'est fait couper le nez lors d'un duel avec un de ses cousins, carrément coupé le nez par un coup d'épée. Alors après, évidemment, au lieu de garder un visage absolument épouvantable, il s'est fait faire des prothèses. Et on l'a appelé l'homme au nez d'or, parce que comme il était riche, il pouvait se faire des nez en or, en argent, en cuivre, etc., ce que vous voulez, et il changeait régulièrement de nez devant ses visiteurs, ce qui explique un petit peu les portraits un petit peu étranges de Tycho Brahe. Bon, au-delà de ces anecdotes de jeunesse, Tycho Brahe, donc je dis fils d'une très riche famille danoise, déroge un peu à sa classe d'aristocrate, qui normalement l'aurait bien vu ministre, amiral, etc., pour devenir astronome, parce que lui, c'est sa passion. Mais alors, ce n'est pas astronome théoricien, mathématicien, c'est astronome observateur, fou, et fabricateur d'instruments. Voilà. Et donc, très jeune, il améliore les instruments astronomiques de son temps. Alors attention, on est bien avant les lunettes de Galilée, hein. Donc ce sont simplement des instruments assez simples qui permettent de viser les étoiles, de mesurer les séparations angulaires, ça s'appelle des compas astronomiques, des cadrans, des sextants, etc. Toujours est-il qu'il améliore ces instruments, et il a donc très tôt une pratique de l'astronomie, il connaît son ciel sur le bout du doigt, toutes les étoiles, etc. Le 11 novembre 1572, il a encore que à peu près 25 ans, il a une chance extraordinaire. Il y a un événement céleste totalement inattendu, le 11 novembre, donc, c'est l'apparition d'une étoile nouvelle dans le ciel, qu'on appelle donc une stella nova. Alors pourquoi c'est un événement exceptionnel ? Eh bien parce que, normalement, on est à l'époque où Copernic est complètement encore reste ignoré, donc on reste dans la physique d'Aristote et de Ptolémée. Le ciel des étoiles fixes ne doit jamais changer. Rien de nouveau ne doit apparaître là-haut dans les cieux. S'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, ça ne peut être que proche de nous. Une nouvelle planète, une comète, des phénomènes météorologiques, mais certainement pas une étoile. Mais le problème, c'est que quand des phénomènes nouveaux apparaissent, des comètes, etc., c'est assez fréquent, ça bouge au cours du temps. Or, cette stella nova, Tycho Brahe l'observe, et avec la grande précision qu'il met dans toutes ses observations, il l'observe pendant 18 mois, et il voit que cette étoile ne bouge absolument pas par rapport à ses voisines. Elle est dans la constellation de Cassiopée. Donc il en déduit que ce n'est pas une planète, ce n'est pas une comète, ce n'est pas un phénomène météorologique, c'est une étoile, aussi loin que les étoiles fixes. Mais donc, il y a du changement qui apparaît dans la sphère réputée immuable des étoiles fixes. Donc c'est une première faille dans la philosophie et la physique d'Aristote. Le ciel des étoiles n'est pas immuable. Alors donc il va écrire un traité sur l'étoile nouvelle, notamment orné de cette carte où vous reconnaissez la constellation de Cassiopée avec son W, et cette étoile nouvelle, qui, comme je vous le disais, donc, va rester visible à l'œil nu pendant à peu près 18 mois avant de s'éteindre. Alors vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on sait que
Ces étoiles nouvelles, ce sont en fait des étoiles qui meurent en fin de vie sous forme de ce qu'on appelle des explosions de supernova. Et ces étoiles deviennent extrêmement brillantes pendant quelques mois. Et donc, elles sont rares dans notre galaxie. Mais Tycho Brahe a eu la chance donc, de voir une étoile nouvelle de son vivant. Alors, il connaît une véritable gloire avec ce traité sur l'étoile nouvelle. Et comme il est protégé par le roi de Danemark, Frédéric II, il se fait offrir une île entière au large du Danemark, qui est l'île de Hven, que vous voyez là, qui en fait en latin c'est Venusia, l'île de Vénus, qui est exactement dans le détroit très étroit qu'on appelle le détroit de Sund, qui sépare la Suède et le Danemark, avec les deux fameuses cités qui se font face, Elseneur, c'est le fameux château de Hamlet, et puis le Elseneur suédois, qui est Helsingborg. Ces deux forteresses appartenaient à la famille même de Tycho Brahe, qui explique que c'était une famille aussi puissante, parce qu'en fait, il contrôlait toute la navigation et le commerce maritime entre la mer du Nord et la Baltique. Et la mer Blanche, voilà. Et donc, en fait, il y avait des droits de péage à payer. Enfin bref, donc Tycho Brahe se fait offrir cette île entière, et il va y construire donc le fameux palais, qu'il va appeler donc Uraniborg, le palais d'Uranie, dont vous voyez ici des plans, qui est un magnifique palais baroque qui va transformer progressivement en observatoire. Et là, donc, il va s'y installer pendant pratiquement 30 ans, et il va accumuler les observations à l'œil, les plus extraordinaires de son temps. Il va avoir l'idée de construire un deuxième observatoire, toujours sur la même île, un petit peu plus loin, qu'il va appeler Stellaborg, la cité des étoiles, déjà. Vous voyez ici encore des plans dessinés par Tycho Brahe lui-même, et vous voyez qu'il a déjà l'idée à cette époque d'enterrer sous des coupoles à ouverture mobile, d'entourer les instruments astronomiques, que l'on pouvait également sortir de temps en temps, pour les abriter des intempéries. Parce qu'évidemment, dans ces latitudes-là, souvent il neige, il pleut, il vente, etc. etc. Voilà. Donc c'est un véritable le prototype un petit peu de l'observatoire moderne, même si ce ne sont évidemment pas des télescopes et des lunettes qui n'ont pas encore été inventés. Alors ici, toujours dans ces deux planches extraites de l'un des ouvrages décrivant le lieu de travail de Tycho Brahe, on voit donc toujours ce Tycho Brahe, personnage quand même quelque peu mégalomane, qui vivait comme un seigneur dans son île, qui recevait les rois et les princes d'Europe comme si c'était un petit peu ses assistants, et qui se faisait représenter en peinture partout. Mais là, plus intéressant, on le voit à l'œuvre dans son observatoire, dans sa maison observatoire. Vous voyez, tous les étages sont consacrés à diverses tâches. Vous avez des ateliers d'imprimerie, de gravure, là vous avez les globes célestes et des endroits où on dîne, les salles communes, et puis après des terrasses où sont installés des instruments. Là, vous voyez un très grand instrument qui s'appelle un cadran, parce que c'est un quart de cercle, de très grande taille, donc ça permet d'avoir des graduations très fines. Tycho Brahe est en train d'observer la position d'un astre à travers cette lucarne. Il dicte les coordonnées à un assistant qui note les coordonnées. Un autre assistant prend l'heure exacte. Et c'est ainsi qu'il accumule des observations pendant 35 ans, des tables astronomiques, cette fois-ci des tables purement observationnelles sur le mouvement des planètes et des étoiles dans le ciel. Il accumule un véritable trésor. Bon, au cours d'un voyage récent que j'ai fait en Europe centrale, j'ai eu la chance de pouvoir voir dans une bibliothèque quelques exemplaires de livres appartenant à la bibliothèque de Tycho Brahe. Et vous voyez notamment ce livre-là, c'est le fameux ouvrage de Giordano Bruno qu'il avait conduit au bûcher, sur de l'infini, sur l'univers infini, publié en 1588, qui avait été donc dédicacé, signé donc de la main de Giordano Bruno et envoyé et dédicacé à Tycho Brahe. Voilà. Alors, un deuxième événement fondamental va également se produire dans la vie de Tycho Brahe, c'est le passage d'une comète. Alors, une comète très spectaculaire en l'an 1577 qui effraie les peuples européens, comme le suggère cette gravure, tout simplement parce qu'à l'époque, on ignore tout de la nature réelle des comètes. On pense que ce sont plutôt des présages plutôt néfastes dans le ciel. Alors Tycho Brahe, lui, même s'il croit beaucoup à l'astrologie, il fait d'abord son travail d'astronome, il suit les mouvements de la comète, il en fait des dessins précis, et il trouve quelque chose de fondamental, une deuxième faille dans l'édifice aristotélicien. Chez Aristote, on croyait que les comètes n'étaient pas des phénomènes célestes, ce n'étaient que des phénomènes de l'atmosphère
terrestre. Voilà. Or, que démontre Tycho Brahe par ses observations? Que la comète vient de très loin et qu'elle se rapproche près de la Terre. Or, chez Aristote, on pensait que les astres, les planètes, qui tournaient en cercle autour de la Terre, étaient en plus accrochés à des orbes solides, c'est-à-dire des sortes de sphères de cristal transparent, mais véritablement solides. À partir du moment où Tycho Brahe montrait que la comète devait traverser sans problème ces sphères, ces orbes, les sphères ne pouvaient pas être faites de cristal solide. Donc, à nouveau, une contradiction avec la philosophie d'Aristote. Alors, Tycho Brahe va se dire, eh bien, il faut revoir le système du monde. Le problème, c'est qu'il ne veut pas adopter Copernic. Copernic lui paraît tout de même aller trop loin dans la révolution. Voilà. Donc, il va adopter un système intermédiaire, un compromis entre l'ancien système et le nouveau système, qu'il va appeler évidemment le système de Tycho Brahe. Vous voyez ici ce diagramme. Donc, la Terre reste au centre de l'univers, la Lune tourne autour, le Soleil tourne autour de la Terre, mais les autres planètes tournent autour du Soleil. Vous voyez, c'est un compromis assez astucieux. Mais figurez-vous que pour sauver les apparences, ça marche plutôt bien. Quand vous faites la mécanique céleste à partir de ce nouveau modèle mathématique, ça marche au moins aussi bien que Copernic. Et donc, comment trancher entre ces deux hypothèses? Eh bien, pour trancher entre les deux hypothèses, il faudrait un super mathématicien capable de travailler sur les données expérimentales, le trésor observationnel de Tycho Brahe, pour en tirer la substantifique moelle et pour vérifier si le vrai système du monde mathématique, c'est le système de Copernic ou le système de Tycho Brahe. Alors le problème, c'est que Tycho Brahe n'a pas cette capacité. C'est un génial observateur, mais c'est un piètre théoricien mathématicien. Donc il fait des essais, il amène plein d'assistants pour travailler avec lui, personne n'y arrive vraiment, jusqu'à ce que va arriver, vous le devinez, le futur Johann Kepler. Alors pour qu'il puisse rencontrer Kepler, il faut qu'il y ait un événement plutôt malheureux dans la vie de Tycho Brahe, mais qui va être formidablement heureux dans l'histoire des sciences, qui se produise, c'est que Tycho Brahe va être disgracié. Au bout d'une trentaine d'années, d'avoir régné comme un seigneur sur son île, le roi, son protecteur, meurt, son fils, beaucoup moins favorablement impressionné par lui, commence à lui mettre des bâtons dans les roues, et Tycho Brahe, fier comme un empereur, décide de quitter son île en grande pompe plutôt que de quémander l'aumône et d'aller chercher un autre protecteur, et il va trouver le plus grand d'entre eux, qui est l'empereur Rodolphe, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est à Prague. Voilà. Donc Tycho Brahe débarque en grande pompe vers l'an 1599 à Prague. Il subjugue l'empereur qui rêve d'en faire son astrologue d'abord, avant d'en faire son mathématicien impérial, parce que Tycho Brahe fait d'excellents horoscopes. Il commence par lui offrir à nouveau un palais extraordinaire dans une ville proche de Prague qui s'appelle Venise, en fait, en tchèque, Benátky. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui reste de ce palais. Et puis après, l'empereur aura tellement besoin de la présence permanente de Tycho Brahe qu'il va le faire venir directement tout près de lui à Prague, et il lui offrira un palais qui est juste au pied, en fait, du grand palais impérial. Je ne sais pas si vous avez visité Prague, mais il y a un immense château qu'on appelle le Hradčin, dans lequel donc vivait l'empereur. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal lors de mon voyage à Prague de trouver le palais Curtius, qui ne s'appelle plus du tout le palais Curtius, qui a été donc la demeure de Tycho Brahe, transformé aujourd'hui en un hôtel-restaurant. Mais j'ai fini par dégoter effectivement cette demeure de Tycho Brahe. Ça, c'est une peinture montrant bien comment l'empereur Rodolphe est fasciné par les démonstrations de Tycho Brahe. Alors, il est temps quand même de passer à Kepler, parce qu'encore, il faut que je vous parle de Kepler puis de Galilée. Donc, je ne vais pas trop déborder non plus de mon temps. Alors, Kepler, c'est quasiment un petit peu l'opposé de Tycho Brahe, un petit peu sur tous les plans. D'abord sur le plan social, parce que lui, il est né dans une famille incroyablement misérable du sud de l'Allemagne. Ses parents tiennent une auberge, dans un lieu vraiment très, très mal fréquenté. Son père, en fait, n'aime pas ce métier d'aubergiste, donc il s'engage régulièrement dans des troupes
guerrière pour faire le mercenaire, donc il est quasiment jamais à la maison, il rentre juste pour battre sa femme et faire des enfants. Et donc Kepler naît dans ces conditions-là, extrêmement misérable, souffreteux, il naît prématuré à l'âge de 7 mois, toute sa vie il aura les mains déformées par la petite vérole, il sera myope, ce qui pour un astronome quand même va être tout à fait extraordinaire. Bref, mais au moins il a une chance, donc vous voyez que Kepler il a une vingtaine d'années de moins que Tycho Brahe, et vous voyez que lors du passage de la comète de 1577, Kepler a 6 ans, et on sait que, parce que Kepler le raconte, sa mère l'a au moins amené au sommet de la colline pour voir cette comète que toute l'Europe voyait. Et le jeune Kepler a été évidemment fasciné par cette comète, tandis que, loin de là, le grand Tycho Brahe en tirait des hypothèses nouvelles. Alors bref, jeunesse de Johann Kepler, tout de même un petit peu de chance, c'est que dans le duché de Wurtemberg où il naît, eh bien, le grand-duc accorde l'éducation gratuite pour tous. Alors ça, c'est une immense chance à cette époque, un petit peu de tolérance. Donc, Kepler a la possibilité, donc il est né dans un petit bled qui s'appelle Welderstadt, et il a la possibilité donc d'aller d'abord au collège, un collège assez célèbre qui s'appelle le collège de Maulbronn, où là, évidemment, on repère immédiatement que c'est un esprit absolument phénoménal. Alors, pas uniquement d'abord en mathématiques, parce qu'à l'époque, on enseigne plutôt le latin, la théologie, etc., mais il est absolument brillant dans toutes les disciplines, bien que, donc, souffreteux, complexé, se battant toujours avec ses camarades qui le prennent un petit peu comme bouc émissaire pour toutes choses, etc. Mais donc, voilà, c'est un esprit extrêmement brillant qui va se retrouver finalement à l'université de Tübingen, et c'est là, donc, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, qu'il va avoir pour professeur ce Michael Mestlin, qui va l'initier à la théorie de Copernic. Ce n'est pas pour ça que Kepler veut devenir astronome ou mathématicien, lui, il veut devenir théologien. C'est un luthérien convaincu, il a une foi immense, et il veut devenir tout simplement pasteur. Voilà. Mais comme il a un peu des penchants un peu calvinistes, ce qui n'est pas très bien vu à l'université de Tübingen, ses professeurs se méfient un peu de lui et on se dit si jamais on lui donne un poste de théologien à l'université de Tübingen, ça va faire des problèmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer comme mathématicien chez l'ennemi, c'est-à-dire chez les catholiques. Donc on va l'envoyer, il a 25 ans, avoir son premier poste de mathématicien dans la ville de Graz, qui, elle, donc, est un pays catholique. Et Kepler va se retrouver, donc, jeune mathématicien dans la ville de Graz, où il va s'ennuyer ferme pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'au cours d'une leçon de mathématiques qu'il donne l'été devant des étudiants assoupis, il a une illumination extraordinaire. Il croit découvrir le secret du monde. Alors, il se trompe, évidemment, comme tout grand scientifique qui croit avoir trouvé la clé ultime de l'univers, mais ça va le mettre sur la piste de quelque chose d'énorme. Alors, ce secret du monde, il va en écrire un livre, Le mystère cosmographique, dans lequel il va avoir l'idée qu'en fait, que pour expliquer la distribution des orbes planétaires autour du Soleil, n'oublions pas qu'il est copernicien, donc les planètes doivent tourner autour du Soleil, pour lui, il y a une harmonie fondamentale avec laquelle l'univers est organisé. C'est simplement l'harmonie que Dieu a voulu. Et le langage de Dieu, c'est la géométrie. Donc il faut trouver des figures géométriques élégantes pour expliquer l'architecture secrète du monde. Et cette architecture, il croit la trouver dans ce qu'on appelle les polyèdres réguliers, les 5 solides déjà invoqués par Platon, qui peuvent s'emboîter d'une façon unique, ce qui est représenté dans ce modèle donc assez étrange, qu'on appelle le modèle de la coupe cosmique, et qui reproduisent plus ou moins bien les observations de l'époque. Et donc c'est pour ça que Kepler croit avoir trouvé le secret du monde. Alors il va envoyer, donc tout jeune inconnu, son manuscrit aux grands esprits de son temps, à Tycho Brahe, qui va enfin repérer que quelque part là-bas, il y a un mathématicien génial, peut-être capable de faire le travail que lui ne sait pas faire. Il va aussi l'envoyer au jeune Galilée, qui lui répondra. Vous avez ici l'autographe de réponse de Galilée, très poliment. Merci pour votre ouvrage que vous m'avez envoyé. Je vois que vous êtes copernicien, moi aussi je le suis, mais je n'ose pas le dire parce que à Venise, on n'a pas le droit de l'enseigner, mais on poursuivra notre correspondance. Puis après, Galilée ne va plus écrire pendant 20 ans. Bon. Alors, malgré tout, la grande rencontre qui fait l'objet de mon deuxième ouvrage, qui s'appelait La discorde céleste. Pourquoi la discorde céleste? Parce que
Tycho Brahe va enfin pouvoir appeler à Prague Kepler, qui travaille pas trop loin de là, donc il va pouvoir le faire venir, et ils vont travailler ensemble pendant 18 mois. Et ça va être 18 mois de disputes absolument horribles. Donc une discorde totale sur tous les points. Non seulement une discorde astronomique sur le système du monde, parce que Tycho Brahe, lui, il voudrait que Kepler travaille sur ses observations pour prouver la justesse du système de Tycho Brahe. Kepler, lui, sait très bien que le système de Tycho Brahe est un compromis bâtard qui n'est pas intéressant. Il veut prouver le système au moins de Copernic, sinon le sien. Et donc lui, il ne songe qu'à une chose, c'est à voler le trésor de Tycho Brahe. Le trésor de Tycho Brahe, évidemment, ce n'est pas des espèces sonnantes trébuchantes, c'est des milliers de pages, comme ça, remplies de chiffres. Ce sont les données observationnelles accumulées pendant 30 ans par Tycho Brahe. Donc bref, je passe sur les détails parce que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. En l'an 1601, Tycho Brahe meurt brutalement à la suite d'un énorme banquet, comme il a eu l'habitude de faire, d'une immense beuverie. Et ce qui est intéressant, donc il est enterré en grande pompe dans la cathédrale de Prague. Il y a une pierre tombale majestueuse qui montre à quel point Tycho Brahe jouait un rôle plus important que le ministre de la Recherche, à l'époque. Et avec ses disputes avec Kepler, enfin le doute s'était introduit pour la première fois dans l'esprit de Tycho Brahe, parce que Kepler n'arrêtait pas de dire « Mais maître », Tycho Brahe c'était quand même son maître quelque part, « ne dormez pas sur votre trésor comme un dragon sur son tas d'or, ça ne servira à rien, votre vie n'aura servi à rien si vous gardez vos observations, il faut nous les donner à nous pour que nous travaillions ». Et effectivement, ça avait fini par faire réfléchir Tycho Brahe, et on dit que la dernière phrase qu'il a prononcée avant de mourir devant Kepler, c'est « Au moins que je n'ai pas vécu en vain ». Et il va donner ses observations à Kepler. Et Kepler va prendre sa suite, il va devenir mathématicien impérial. Il est à Prague, ville quand même assez étrange, ça, l'une des maisons où a vécu Kepler. Alors attention, Kepler, lui, issu d'une famille modeste, n'a jamais su faire valoir ses droits. Et donc, vous voyez que Tycho Brahe avait vécu toujours dans des palais. Kepler, qui occupe le même poste, va vivre dans des maisons tout à fait modestes et n'arrivera jamais à se faire payer sa solde. Voilà. Il n'était pas très malin sur ce plan-là. L'un des personnages qu'il fréquente, qui s'appelle Gesenius, c'est le médecin de l'empereur, et la chose va jouer un rôle important pour la suite. C'est un anatomiste qui fait des dissections en public. Et vous allez voir le rôle que ça va jouer pour la suite de l'histoire. Alors, il baigne également dans un climat assez étrange. Notamment, il est contemporain, je ne sais pas si vous avez lu les fameuses histoires sur le golem, ce personnage d'argile qui serait animé par le souffle d'un grand rabbin qui s'appelle le Rabbi Lévi, donc qui était un contemporain de Tycho Brahe et de Kepler et qui les fréquentait. J'ai retrouvé la tombe du Rabbi Lévi dans le cimetière juif de Prague. Enfin bref, c'est dans ce climat assez étrange, entouré de mages, d'astrologues, de tout ce que vous voulez, que vous voyez ici Kepler au travail. Alors, bon, la peinture n'est pas très réussie sur le plan artistique, mais elle nous apprend plein de choses. Ça, c'est Kepler entre 1601, quand il a son poste de mathématicien impérial, et 1609, là où il va publier son ouvrage majeur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille. Il a un poster au mur, c'est le système de Tycho Brahe. Il ne le regarde pas, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il lit, c'est le traité de Copernic. Là, vous reconnaissez le portrait de Copernic. Au loin, il y a le château de l'empereur. Bon, lui, il vit dans la basse ville, il ne vit pas dans le palais. Donc, il travaille avec des moyens assez modestes. Et ici, il y a un parchemin. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce parchemin ? C'est l'une des grandes découvertes clés de Kepler, c'est le dessin de l'orbite de Mars, qui va s'avérer être en fait une ellipse. Donc symboliquement, l'œuvre majeure de Kepler est représentée dans ce tableau. Alors cela dit, avant d'arriver à cette découverte, trajectoire elliptique, ça lui prend 8 ans, il y a d'autres événements et d'autres découvertes qu'il fait, parce que comme l'esprit extraordinairement pétillant qu'il a, il s'intéresse un petit peu à tout. Et notamment en l'an 1604, il y a également une stella nova qui apparaît, une chance extraordinaire. On n'en a plus vu depuis dans notre galaxie de supernova. Aujourd'hui, on observe des supernovas partout, mais elles sont dans des galaxies lointaines. Et là, en l'espace de quelques années à peine, il y a eu 2 supernovas coup sur coup qui sont apparues dans notre galaxie, l'une du temps de Tycho et l'autre du temps de Kepler. Voilà. Donc ça, c'est en 1604. Kepler en profite pour refaire la chronologie biblique et pour écrire au pape en lui disant que d'après ces données astronomiques, Jésus n'est pas né en l'an 1, mais en l'an -4. Et en fait, ça va s'avérer juste pour d'autres raisons.
Également, il s'intéresse à la cristallographie. Il va faire des hypothèses mathématiques tout à fait extraordinaires. Par exemple, il y a un problème posé par Kepler dans un petit traité qui s'appelle le traité de la neige sexangulaire, où il s'interroge sur la forme des cristaux de neige. Et déjà, il trouve qu'il doit y avoir des symétries particulières des cristaux de neige. Donc c'est un petit peu l'ancêtre de la cristallographie. Mais il s'intéresse également à certains problèmes mathématiques comme l'empilement de sphères. Quelle est la meilleure façon d'empiler les sphères les unes sur les autres pour occuper le moins de volume, de façon la plus compacte possible? Et il fait une conjecture qui n'arrive pas à démontrer que c'est la solution naturelle trouvée par les fruitiers qui empilent les oranges sur leurs étals. C'est cette solution-là. Voilà. C'est une conjecture mathématique. Elle n'a été prouvée qu'en 1998 à l'aide des plus puissants ordinateurs du monde. Et ça, c'était la conjecture de Kepler. Bon, bref. 1609. Il découvre donc les premières lois. La première et la deuxième loi du mouvement planétaire, et notamment, donc, il accouche de l'ellipse. C'est un exploit intellectuel extraordinaire. Depuis 2000 ans, les astronomes et mathématiciens et philosophes vivaient avec l'idée que les mouvements célestes ne devaient être nécessairement décrits que par des cercles ou des combinaisons de cercles, parce que le cercle, c'est la figure céleste par excellence, c'est la figure parfaite, et le ciel doit être parfait. Eh bien, pour arriver à éliminer le cercle, c'est un exploit intellectuel extraordinaire. Alors il arrive à la fois grâce aux observations de Tycho Brahe, mais d'autres également ont ces observations. Et il faut également qu'il arrive à faire ce pas conceptuel, que d'ailleurs au début, il ne voudra pas croire lui-même. Avant de trouver l'ellipse, il essaiera plusieurs formes, notamment la forme de l'œuf, parce que pour lui c'est un peu symbolique l'œuf, ça ne marche pas, la forme de l'ovale, etc. Et finalement, lorsqu'il va se résoudre à admettre que c'est des ellipses, il va écrire à Mestlin, son ancien maître, qui reprend régulièrement de ses nouvelles et qui lui demande sur quoi tu travailles actuellement. Et Kepler lui répond, je viens de découvrir un tas de fumier. Ce tas de fumier, c'est l'ellipse qu'il vient de découvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en même temps? Alors, Kepler publie son Astronomia Nova, que personne ne comprend, évidemment, c'est beaucoup trop compliqué. Et puis, en même temps aussi, ça va être un peu occulté par un autre événement complètement différent, et là, on va rentrer dans la dernière phase finale, la fameuse lunette. Voilà. Alors en fait, en septembre 1608, des opticiens hollandais ont enfin l'idée de prendre deux verres de lunettes et au lieu de les mettre l'un à côté de l'autre, comme on le faisait depuis le Moyen-Âge, de les mettre l'un devant l'autre. Et cette fois-ci, on s'aperçoit que ça grossit les objets à distance. Ça devient une lunette d'approche. Alors au début, donc, on joue avec, vous voyez, il n'y a même pas de tube entre les deux lunettes, donc on regarde les navires dans le port, ce qui se passe chez le voisin ou la voisine, etc. Très rapidement, c'est vendu à la foire de Francfort. Le même mois, septembre 1608, c'est inventé, foire de Francfort. Foire de Francfort, c'est acheté, ça commence à se diffuser dans l'Europe. Ça arrive entre les mains de Galilée. Le 21 août 1609, Galilée fait sa première démonstration de la lunette. Alors lui, cette fois-ci, il l'a fait monter dans un tube. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il fait faire? Il fait faire en fait quantité de lunettes, parce que la première lunette qu'il reçoit, elle le grossit 6 fois. Donc on voit quand même assez flou. Donc je dis, on doit pouvoir améliorer ça. Alors il appelle les verriers de Murano. Vous savez que dans l'île de Murano, près de Venise, il y a tous ces ateliers de verrerie. Il fait tailler empiriquement, parce qu'il ne comprend pas le fonctionnement, plein de lentilles différentes, au hasard de forme, etc. Et puis, il fait fabriquer 60 lunettes différentes. Voilà. Et sur les 60, il y en a 3 ou 4 qui vont bien marcher, parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement, et il va arriver à un grossissement de 20, c'est quand même considérablement amélioré. Alors la première démonstration qu'il fait, c'est le 21 août 1609. Il l'a fait donc devant le doge de Venise, du haut du campanile de Venise, et qu'est-ce qu'il fait? Il montre que la lunette a des applications militaires. Ça permet de voir les navires de la flotte ottomane, de la flotte turque, les ennemis, arriver de loin, donc on peut se préparer à ça. Et donc il vend son invention, il se fait doubler son salaire de professeur et il touche une somme d'argent importante. Voilà. Et il faut attendre encore un petit peu de temps, au mois de novembre, pour qu'enfin il pointe la lunette vers le ciel. Et là, comme vous le savez, l'histoire de l'astronomie va commencer à changer réellement. Jusqu'alors, Galilée n'est pas astronome, je répète, il est physicien expérimental, il avait fait des expériences sur les plans inclinés, il avait fabriqué différents instruments, etc. Donc là, cette fois-ci, il rompt avec sa propre logique habituelle et il s'aventure en terrain inconnu, le ciel qu'il ne connaît pas vraiment. Et qu'est-ce qu'il voit? Comme vous le savez, il voit des choses que l'œil humain n'a pas encore vues. Il voit notamment
le relief de la Lune. Donc il en conclut que la Lune est de même nature que la Terre, alors que dans la cosmologie d'Aristote, la Lune doit être un astre parfait, ne doit pas avoir de montagne, ne doit pas avoir de relief, ne doit pas avoir de vallée. Donc voici donc les dessins, les fameux dessins de la Lune de Galilée. Il découvre surtout les satellites de Jupiter, voilà, comme si Jupiter était une sorte de mini-système solaire, et il découvre plein de choses, et notamment donc également des taches sur le Soleil, qu'il a encore contredit Aristote. Il découvre plein d'étoiles qui sont invisibles à l'œil. Bref, donc un ensemble de découvertes télescopiques extraordinaires qu'il publie donc dans un ouvrage qui va faire un véritable coup de tonnerre, un ouvrage très simple à lire, c'est juste le compte rendu, sans interprétation particulière, des nouvelles observations, et qui s'appelle donc Sidereus Nuncius, le messager céleste, publié en 1610. Kepler reçoit cet ouvrage, évidemment. Il est totalement enthousiasmé par ces découvertes-là. Et en 10 jours, il rédige une réponse à Galilée, un petit ouvrage admirable qui s'appelle « La conversation avec le messager céleste », où il prend en fait et cause pour Galilée, qui évidemment commence immédiatement à être contredit. Qu'est-ce que c'est ce que vous voyez à travers cette lunette? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est des illusions d'optique, etc. Et donc Kepler rend hommage à Galilée, tout en le critiquant également un petit peu, parce que c'est quand même pas lui qui a inventé la lunette, etc. etc. Mais donc, une phrase extraite, par exemple, de ce petit opuscule de Kepler, qui montre bien l'esprit novateur de Kepler. Il écrit à Galilée, parce que donc il s'adresse à Galilée, il lui dit « Créons des navires et des voiles adaptés à l'éther, et il se trouvera un jour des hommes qui ne seront pas effrayés par la sombre immensité de l'espace. » Il anticipe les futurs astronautes. Et il continue, en attendant, nous préparerons, nous les théoriciens, pour ces hardis navigateurs du ciel, des cartes des corps célestes. Moi, je le ferai pour la Lune, et toi, Galilée, tu le feras pour Jupiter. Vous voyez cet enthousiasme extraordinaire de Kepler. Alors, un enthousiasme qui va bien être utile à Galilée. Pourquoi? Eh bien, parce que quand Galilée fait ses démonstrations devant maintenant des autres autorités religieuses et ecclésiastiques, il commence à avoir des contradicteurs, et notamment les astronomes de son temps sont pour la plupart des jésuites, qui veulent garder le vieux système. Et donc, comme ça contredit tellement le vieux système, qu'ils font valoir à Galilée, à juste titre, qu'est-ce qui nous prouve que ce que vous voyez à travers la lunette, c'est la réalité du ciel? Expliquez-nous le fonctionnement de votre instrument. C'est peut-être des illusions d'optique qui sont créées. Et Galilée ne sait pas répondre, parce qu'il ne comprend pas les lois de l'optique, il ne comprend pas le fonctionnement de son instrument. Et celui qui va le sauver, c'est Kepler. Pourquoi? Eh bien, je vous disais tout à l'heure que Kepler avait était l'ami de l'anatomiste Gesenius. Et Gesenius, un jour, a coupé un œil humain devant Kepler. Il a coupé en deux. Et Kepler a analysé la structure de l'œil humain. Ça, c'est des planches qu'on va trouver sur la structure de l'œil humain dans un livre de Kepler. Il va comprendre le fonctionnement de l'œil, il va comprendre que c'est une chambre noire, et il va comprendre les lois de l'optique. Et il va écrire en fait le premier traité d'optique en 1611 qui va justifier la lunette de Galilée. Il va expliquer exactement comment des lentilles convergentes, etc., placées l'une devant l'autre, vont focaliser les rayons dans un point qu'on va appeler le foyer, que ça va agrandir les images. Donc il explique absolument les lois de la lunette de Galilée. Et donc sans cette nouvelle interprétation, cette grille de lecture théorique, on n'aurait pas nécessairement accepté les observations de Galilée. Donc c'est pour ça que l'ouvrage, donc le troisième ouvrage de la série, je l'ai appelé l'œil de Galilée, pour rappeler qu'en fait, au-delà de l'œil physique, le télescope de Galilée, il y a l'œil théorique de Kepler qui est au moins aussi important. Et comme je le dis au début, quand on fête l'année mondiale de l'astronomie, 1609-2009, ce n'est pas seulement le 400e anniversaire des observations de Galilée, c'est le 400e anniversaire de l'esprit profond de Kepler qui comprend comment tout cela marche. Alors pour finir, tout de même, quelques petits épisodes étranges sur les relations entre Kepler et Galilée qui ne se rencontreront jamais physiquement. Kepler reste toujours dans le Saint-Empire romain germanique et Galilée reste en Italie. Galilée va poursuivre ses observations astronomiques et notamment il va découvrir deux choses qu'il publiera beaucoup plus tard. Il va découvrir, comme le montre ici ce dessin de Galilée publié 20 ans après, il va découvrir une étrange structure autour de Saturne. Alors vous devinez que ça va être les anneaux de Saturne, mais la lunette de Galilée ne lui permet pas de distinguer réellement qu'il s'agit d'anneaux, donc il interprète ça comme deux boursouflures autour de Saturne qui ressemblent à de sortes de satellites un petit peu bizarres. Et puis en dessous, vous avez
les phases de la planète Vénus. Et ça, c'est très important de découvrir les phases de la planète Vénus, parce que ça invalide complètement le système de Ptolémée. Dans le système de Ptolémée, Vénus ne peut pas avoir de phase, comme la Lune, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des choses importantes. Mais Galilée, très prudent, toujours prudent, Galilée, ne va pas oser directement publier ses découvertes. Alors, comme il est un petit peu pervers, qu'il n'aime pas trop Kepler, parce qu'il se méfie un petit peu de lui, il va quand même lui distiller des informations sous forme d'anagrammes. Fameux anagramme que Galilée a envoyé par lettre à Kepler. Alors, premier anagramme pour décrire sa découverte de son observation de Saturne. Voici ce que Kepler reçoit de Galilée. Ça, sympa, hein? C'est du latin. Voilà, c'est une anagramme. Bon, il faut trouver une solution. Donc Kepler, qui adore les jeux un petit peu mathématiques, etc., cherche des solutions, comme on fait au Scrabble, c'est un peu plus compliqué. Il trouve une solution absolument géniale. Cette solution, c'est pas du très bon latin. D'ailleurs, Kepler se dit, vraiment, Galilée, ce n'est pas un très bon latiniste. Salve umbestineum geminatum Marcia proles. Désolé pour la prononciation. Ça veut dire, salut, brûlant jumeau, rejeton de Mars. Ça veut dire, Kepler se dit, ça y est, Galilée a découvert 2 satellites autour de Mars. Et Kepler se dit, c'est génial, c'est sûrement vrai, parce que moi, dans ma vision du monde, ma vision harmonique du monde, il y a la Terre, un satellite, la Lune, Jupiter, il y en a 4, donc entre les deux, Mars, il doit y en avoir 2. Donc il est persuadé d'avoir trouvé la solution. Il s'est complètement planté. La vraie solution de l'anagramme, c'était, en fait, comme vous l'avez deviné sans doute, altissimum planetam termegimum observari, c'est-à-dire j'ai observé la plus haute des planètes en triple forme. La plus haute des planètes, c'est Saturne, en triple forme, 1, 2, 3. Voilà. Bien. Pour les phases de Vénus, un peu plus tard, Galilée va encore lui envoyer une anagramme, qui est celui-là, voilà, et qui a un sens cette fois-ci. Alors ça veut dire, en fait, ces choses qui ne sont pas encore mûres sont lues en 20 par mois. Mais Kepler sait qu'il y a un code secret derrière, et il va se casser la tête pendant des mois, et il ne le trouvera jamais. Et par pitié, Galilée donnera un jour la solution de l'anagramme. La solution, c'était Cynthia figura simulatur mater amorum, qui veut dire les phases de Cynthia sont imitées par la mère de l'amour. Cynthia, c'est la Lune, la mère de l'amour, c'est Vénus. Vénus a les mêmes phases que la Lune. Découverte astronomique capitale. Vous voyez ces petites à côté étranges de l'histoire des sciences, mais qui en disent profond sur la façon dont vivent ces astronomes passionnés. Bon, Kepler, qui est visiblement mon héros favori dans toute cette histoire, a fait énormément de choses dans les 20 années qui lui restent. Bon, notamment, il publie un ouvrage incroyable qui s'appelle « L'Épitomée de l'astronomie copernicienne » en 1621, qui est une synthèse de toute l'astronomie de cette époque, qui est évidemment en faveur de l'astronomie de Copernic, mais où il va poser de nouvelles questions pour le futur, et notamment une question que l'on appellera beaucoup plus tard le paradoxe de la nuit noire. Certains l'appellent aujourd'hui le paradoxe d'Olbers, d'un astronome qui a vécu 200 ans après. On avait oublié que c'était Kepler qui l'avait posé la première fois. Kepler s'interroge sur la possibilité que l'univers soit infini, puisque Giordano Bruno et quelques autres l'avaient proposé. Et Kepler tient le raisonnement suivant, que dans un univers infini, si l'espace était infini, donc il y a un nombre infini d'étoiles, à cette époque, on pense que les étoiles sont éternelles et que la lumière se propage instantanément, et donc il en déduit que la nuit serait brillante. Pourquoi ? Parce qu'en quelque direction que l'on regarde, on finirait toujours par tomber sur une étoile. Donc la nuit ne pourrait jamais être obscure, au contraire, ce serait un fond de ciel incroyablement brillant. Puisque ce n'est pas le cas, il faut résoudre le paradoxe, et Kepler dit l'univers n'est probablement pas infini, il est fini. Voilà, c'est une hypothèse cosmologique de Kepler, qui ne s'avérera pas forcément la bonne solution. La bonne solution sera trouvée un peu plus tard par la finitude en fait, du temps. Les étoiles ne sont pas éternelles et la lumière se propage à vitesse finie, ce qui explique par exemple de la nuit noire. Mais c'était déjà, donc, vous voyez, un questionnement cosmologique très profond de Kepler, parce qu'après tout, a priori, quand on n'est pas un penseur profond, on ne s'interroge pas sur le fait que la nuit soit noire. On se dit la nuit est noire parce que le soleil est couché. C'est tout. Vous voyez que c'est faux comme raisonnement. Voilà. Et puis donc, l'une des œuvres majeures de Kepler, fasciné également par la musique et les correspondances entre l'organisation physique du monde et les échelles musicales, ça s'appelle donc l'Harmonie du monde, 1619, dans laquelle donc, notamment, il fait une analogie entre les trajectoires elliptiques des planètes et les intervalles musicaux chantés par les planètes.
Si vous voyez, dans le système antique, la musique de sphère, c'est une vieille idée, chaque planète chantait une note unique puisqu'elle tournait selon un cercle. À partir du moment où les planètes suivent des ellipses, la vitesse varie le long de l'ellipse, donc la note doit varier. Et donc Kepler imagine une véritable symphonie, un motet à cette voix, chantée par les planètes, qui chacune, on leur attribue un intervalle, et la largeur de l'intervalle musical dépend de l'excentricité de l'ellipse, c'est-à-dire le fait que l'ellipse soit plus ou moins allongée. Alors, pour une ellipse très, très excentrique comme celle de Mercure, par exemple, vous voyez que l'intervalle musical est grand, et pour une ellipse proche du cercle, comme c'est le cas de la Terre, l'intervalle est minimal, c'est un demi-ton. Voilà. Et Kepler avait attribué les notes mi et fa à la Terre. Et il disait, j'en veux pour preuve que les notes chantées par la Terre sur son orbite, il parlait en latin, c'est miseria et famina. Miseria, famina, miseria, famina. Mi, fa, mi, c'est la mélodie chantée par la Terre sur son orbite. Voilà. Bien. Et puis l'œuvre finale de Tycho Brahe, en 1627, ce seront les tables rudolphines, où il mettra enfin en forme l'ensemble des observations de Tycho Brahe, mais interprété cette fois-ci par le nouveau système de Copernic revisité par lui-même, c'est-à-dire en plus avec des orbites elliptiques des planètes. Alors, l'air de rien, c'est un événement majeur non seulement pour l'astronomie, mais également pour la cartographie, parce que les navigateurs de cette époque, ils sont en train d'explorer les colonies, etc. Ils ont besoin de cartes très précises, donc ils ont besoin de prédictions célestes extrêmement précises, et donc ces cartes seront extrêmement attendues, et elles vont remplacer très rapidement, chez tous les navigateurs et les cartographes, les anciennes tables fondées sur l'astronomie de Ptolémée. Je ne peux pas me résumer au fait de dire un mot sur le frontispice incroyable dessiné par Kepler lui-même de son livre Les tables rudolphines, où vous avez, de façon symbolique, toute l'histoire de l'astronomie qui est résumée là-dedans, et en bas, toute une série de scènes. Bon, je ne veux pas déborder trop mon temps, si vous me faites le plaisir de lire mon livre, vous verrez le décodage extraordinaire de cette planche-là. Kepler n'a pas eu une vie facile, contrairement à Tycho Brahe. L'un des épisodes peu connus, c'est d'abord la publication du premier ouvrage de science-fiction de l'histoire par Kepler, qui s'appelle Le songe ou l'astronomie lunaire. Kepler imagine un livre utopique dans lequel on se rend sur la Lune, aidé par des sortes de sorcières qui font prendre des sortes de potions magiques, des drogues, des herbes. Les hommes préparés comme des astronautes vont sur la Lune. Une fois qu'ils sont sur la Lune, ils découvrent des paysages extraordinaires. Mais surtout, le propos de Kepler, c'est toujours l'idée de la perspective. On change de perspective. On va regarder le système solaire depuis la Lune. Et depuis la Lune, on va s'apercevoir que la Terre tourne bien autour du Soleil selon une ellipse, comme Mars. Donc en fait, c'est une magistrale leçon d'astronomie nouvelle à travers un récit un petit peu utopique. Et il se trouve que la mère de Kepler, qui était restée aubergiste dans sa petite auberge, etc., à une époque, il y a une série de dénonciations dans la province où elle habite. Toute femme soupçonnée de faire commerce avec des herbes est accusée de sorcellerie. Et on commence à brûler tout le monde. Donc il y a une véritable époque de chasse aux sorcières, et la mère de Kepler est accusée de sorcellerie par une voisine. Donc elle est menacée d'être effectivement allée au bûcher, torturée. Et donc Kepler quitte sa charge de mathématicien impérial pendant 2 ans pour se convertir en avocat. Il analyse toute la procédure et il arrive à arracher effectivement sa mère en trouvant des failles uniquement dans la procédure. Voilà. Il aura eu lui-même chaud parce que, évidemment, ses accusateurs lui diront « Oui, mais vous-même, vous avez publié un ouvrage disant que vous alliez sur la Lune à l'aide de sorcières, donc vous-même, vous êtes sorcier. » Bon, enfin, il va quand même s'en sortir. Voilà. Et puis, donc après, la vie de Kepler va devenir de plus en plus compliquée parce que la situation politique va changer. Donc, il va avoir des protecteurs différents qui vont évidemment beaucoup moins être favorables à lui. Et puis, il va mourir, en fait, assez brutalement au cours d'un voyage en l'an 1630. Il avait anticipé cet événement. Il avait préparé son épitaphe. Et son épitaphe est absolument magnifique. Voilà, c'est « Je mesurais les cieux, je mesure à présent les ombres de la terre, l'esprit était céleste, et si j'y l'ombre du corps ». Kepler n'a pas de tombe parce qu'il est mort au bord de la route, en chemin. Il a été enterré dans une fosse commune, dans un champ d'un petit village. 2 ans après, la guerre de 30 ans arrive, les troupes passent sur le champ, remuent complètement le cimetière, les os sont dispersés et on ne sait jamais où est réellement
la tombe de Kepler. Singulier contraste avec le destin de Tycho Brahe, qui a toujours aujourd'hui sa pierre tombale sous la cathédrale de Prague. Il est quand même grand temps que je finisse, après la mort de Kepler. Revenons maintenant pour finir sur Galilée. En 1616, maintenant on est en Italie, en 1616, Copernic et les idées de Copernic sont mises à l'index. C'est-à-dire donc en fait, l'Église de Rome interdit la lecture et l'enseignement de Copernic en tant que vérité. On dit à Galilée, alors ici vous avez deux personnages. Christine de Lorraine, c'était une princesse extrêmement pieuse qui s'inquiétait beaucoup des problèmes entre la science et la religion. Et donc c'est à Christine de Lorraine que Galilée écrit cette fameuse lettre où il dit un jour « La religion nous enseigne comment on va au ciel, tandis que moi, avec la science, je cherche à savoir comment va le ciel. » Ce sont donc deux choses différentes. Le cardinal Bellarmine, lui, c'est un personnage très brillant, mais un peu dangereux, parce que c'est lui qui avait envoyé Giordano Bruno sur le bûcher. Donc il faut quand même un peu se méfier de lui, c'était le grand inquisiteur. Mais en fait, c'était l'un des protecteurs de Galilée parce qu'il avait suivi quelques leçons de Galilée. Et il avait incité Galilée à la prudence, et notamment à partir du moment où le livre de Copernic était mis à l'index. Il avait simplement dit à Galilée, vous pouvez évidemment continuer vos travaux, vous pouvez publier sur Copernic, mais pas dire que c'est la vérité du monde. La vérité nous appartient à nous. Vous pouvez dire que c'est simplement une hypothèse de travail. Et Galilée va accepter cela jusqu'en 1632. Et en 1632, il commet l'irréparable, ce qui est très bien pour l'histoire des sciences, évidemment. Il publie un livre où, cette fois-ci, il prend parti pour le système de Copernic. C'est le fameux dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Vous voyez, c'est après la mort de Kepler, qui est mort en 1630. Et dans ce livre-là, donc, il publie un diagramme copernicien, mais surtout, il ridiculise le vieux système de Ptolémée au profit donc, du nouveau système de Copernic, et il dit que c'est la nouvelle vérité du monde. Donc il désobéit finalement à l'injonction que l'Église lui avait faite de ne pas présenter ces nouvelles thèses comme une nouvelle vérité, d'où effectivement le procès de Galilée et l'abjuration qui a suivi pour éviter effectivement de subir le même sort que Giordano Bruno. Alors il faut savoir quand même que cet événement, qui est beaucoup plus connu que les aventures de Kepler dont je vous ai parlé, il a eu effectivement un impact considérable sur la science de l'époque. C'était d'ailleurs le but de l'Église, de marquer les esprits avec ce grand procès de Galilée. Et notamment en France, notre grand René Descartes, qui, outre le grand philosophe et mathématicien qu'il était, c'était aussi un astronome et un cosmologiste, Descartes a élaboré de son vivant un système du monde qui était non seulement copernicien, mais également qui prônait un univers infini. Eh bien, à la suite du procès de Galilée, Descartes a été tellement impressionné qu'il n'a jamais osé publier de son vivant ce diagramme et ce système du monde. Ce n'est qu'après sa mort que l'on trouvera dans ses manuscrits ce système du monde. Ça montre bien, effectivement, comment le procès de Galilée a marqué les esprits. Et finalement, pour conclure, on peut se dire, finalement, les contradicteurs de Galilée, les théologiens, avaient-ils complètement tort de dire à Galilée qu'il n'apportait pas les preuves de ce qu'il avançait? Non, ils n'avaient pas tort, parce que les preuves expérimentales du mouvement de la Terre sont arrivées beaucoup plus tard. La preuve du mouvement de la Terre autour du Soleil a été obtenue en 1727 seulement, par un phénomène qui s'appelle l'aberration stellaire. Et quant à la preuve de la rotation de la Terre sur elle-même, c'est encore plus tardif, c'est le fameux pendule de Foucault, 1850. Donc vous voyez qu'en fait, les Copernic, les Kepler, les Galilée, ces révolutionnaires, ont apporté des hypothèses nouvelles, mais elles n'étaient pas étayées par des observations absolument convaincantes. Voilà. C'est pour ça que ce sont effectivement des révolutionnaires qui anticipent les futures révolutions. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles, bien après la mort de Kepler, de tous ses protagonistes, etc., on trouve des traités d'astronomie officiels, cette fois-ci, dont je vous montre pour finir le frontispice de l'un d'entre eux. Ça s'appelle l'Almageste Nouveau, c'est un titre un peu pompeux, ça date de 1650. Qu'est-ce qu'on voit sur le frontispice? Bon, la muse de l'astronomie qui tient sur la balance deux systèmes du monde. En fait, il y en a trois. Il y en a un qui est à terre. Celui qui est à terre, c'est Ptolémée. Ça, on a bien compris que c'est vrai, ça vraiment, ça ne marche plus. Avec les observations de Tycho Brahe, tous ces trucs-là, il faut l'abandonner. Il en reste deux sur la balance, le système de Tycho Brahe et le système de Copernic. Et qu'est-ce que vous voyez qui l'emporte? C'est le système de Tycho Brahe.
encore en 1650. Pourquoi? Parce que c'est un jésuite, l'astronome. C'est l'astronomie officielle est essentiellement faite par des jésuites à cette époque. Et les jésuites, effectivement, ils préfèrent le système de Tycho Brahe au système de Copernic. Et il faudra donc attendre encore plusieurs dizaines d'années avant, enfin, que l'on passe au système héliocentrique. Et vous savez, pour conclure, que celui qui fera le pas décisif, ce sera le personnage du haut. Donc j'ai trouvé cette mauvaise image sur Internet où on montre en fait les trois grands personnages de toute cette aventure, Kepler, Galilée, et puis au-dessus du triangle, Newton. Et c'est la raison pour laquelle donc, je terminerai l'ensemble de ma série romanesque Les bâtisseurs du ciel par un ultime volume qui est en préparation, qui comptera la vie de Newton. Ça s'appellera La perruque de Newton, parce que vous verrez, effectivement, il s'est passé des choses assez étranges, effectivement, sous cette chevelure abondante de Newton, lorsqu'il va effectivement faire la synthèse de tous les acquis scientifiques de son temps et aller beaucoup plus loin en découvrant donc la loi d'attraction universelle et aboutir finalement sur l'astronomie et la physique moderne avec cette gravure bien connue et un peu symbolique où enfin la physique moderne va s'attacher au-delà des apparences à essayer de découvrir les mécanismes invisibles, l'architecture secrète qui fait tourner le monde. Et depuis, c'est devenu la cosmologie moderne, les modèles de Big Bang, les trous noirs, toutes ces choses invisibles qui gouvernent réellement l'univers, ce mélange donc de théories nouvelles, la relativité générale d'Einstein, la physique quantique, etc., et d'instruments extraordinaires qui permettent de faire cette exploration. Et sans ces bâtisseurs du ciel, dont je viens de vous parler, la science d'aujourd'hui n'en serait pas là où elle est. Voilà, je vous remercie. Bon, vraiment bravo. Bon, je crains avoir dépassé un peu le temps, mais bon. Non, ça c'est très très bien. Non, vraiment bravo pour cette belle conférence, cette histoire, ces histoires, c'est formidable. Vraiment, je crois qu'on est vraiment impressionnés. Alors, à vous la parole, si vous avez des questions. Florence, Juliana sont là parmi vous. Voilà, on y va. Monsieur. Bonsoir et merci pour cette conférence passionnante. Vous avez évoqué le paradoxe de la nuit noire. Si je ne m'abuse, il a été résolu non pas par un scientifique, mais par l'écrivain Edgar Poe. Oui, alors, absolument. Donc le paradoxe de la nuit noire qui avait été énoncé par Kepler a été un petit peu resté aux oubliettes pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité par un astronome qui s'appelait Olbers, au début du XIXe siècle. Ça restait un grand mystère, parce que cette fois-ci, au XVIIIe siècle, on était dans le contexte de l'astronomie de Newton, où on acceptait l'idée de l'univers infini cette fois-ci. Donc l'univers était bel et bien infini, on ne pouvait plus donc adopter la solution de Kepler de l'univers fini pour expliquer ça, et comment jouer donc avec ce paradoxe. Et c'est effectivement Edgar Poe, qui n'était pas du tout astronome, comme vous le savez, mais qui, avec son intuition d'homme de lettres et de poète passionné de vulgarisation scientifique, parce que déjà à l'époque c'était important la vulgarisation scientifique. Edgar Poe lisait quelques ouvrages de vulgarisation. Il avait compris pas mal de choses, la finitude notamment de la vitesse de la lumière, etc. Et il s'est dit tout simplement, mais peut-être que les étoiles ne sont pas éternelles. Et si les étoiles ne sont pas éternelles, si elles n'existent pas depuis toujours, eh bien, comme la lumière se propage à vitesse finie, il comprend ce que nous savons tous aujourd'hui, qu'on regarde tout en décalage dans l'univers. Quand on observe un objet loin dans l'espace, il est loin dans le passé. Et donc, si les étoiles n'existent pas depuis toujours, il existe forcément une limite, une sorte d'horizon dans lequel on ne verra plus d'étoiles, parce que simplement, l'époque où on les voit, elles ne sont pas encore nées. Et c'est comme ça qu'il explique effectivement la nuit noire, par la finitude du temps. Et c'est effectivement la bonne solution dans la cosmologie moderne, combinée en plus avec l'expansion de l'univers qui accentue ce phénomène. Un bel exemple d'ailleurs de conjonction entre l'art et la science, encore une fois. Il y a parfois donc, des philosophes, des artistes, etc., qui, avec leur propre méthode, leur façon de penser l'univers, qui n'est pas forcément la méthode rationnelle du savant, arrivent parfois à mettre les doigts sur des choses très profondes. Florence, pour monsieur, madame. Monsieur. Oui, bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que Galilée a été le premier à observer les taches solaires. Mais quel filtre a-t-il pu utiliser à l'époque pour ne pas perdre la vue, se brûler les yeux?
Bien entendu. Il observait les taches solaires par projection. Hein, voilà, on le faisait déjà avant lui, pas pour observer les taches solaires, mais pour observer d'autres phénomènes. Voilà, donc les filtres ont été introduits plus tard. Voilà, vous utilisez le tube, vous faites une projection, vous observez ça sur une feuille de papier. Voilà. D'ailleurs, il y a eu une controverse assez importante au sujet des taches solaires, c'est-à-dire que Galilée, en fait, n'a pas été le premier à découvrir des taches solaires, donc il y a eu après des disputes, comme il y en a souvent dans l'histoire des sciences, des disputes d'antériorité entre plusieurs astronomes qui chacun prétendait « Ah non, c'est moi qui, d'abord, quelques semaines avant Galilée, j'ai d'abord vu et décrit les taches solaires, etc. » Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que figurez-vous que Galilée n'est même pas le premier à avoir regardé la Lune à la lunette et à en avoir dessiné des croquis. Le premier qui l'a fait, donc avant Galilée, juste dans l'intervalle entre septembre 1608, où la lunette est inventée, et novembre 1609, où Galilée regarde le ciel, il y a un astronome anglais qui s'appelait Horrocks. Non, oh là, ça m'échappe, excusez-moi. Bon, peu importe. Un astronome anglais, très important. Voilà, ça reviendra, c'est dans le livre de toute façon. Voilà, qui observe effectivement la Lune et qui en fait des croquis, mais simplement il ne les publiera pas. Ah voilà, il faut publier hein, pour rester dans l'histoire. Il faut publier, absolument. Publish or perish. Monsieur? Oui, et du coup, vous parliez de Copernic et Galilée qui... Enfin, eux sont connus, enseignés aujourd'hui. C'est souvent ceux qu'on retient, et pourtant, justement, vous dites que c'est Kepler qui a été fondamental. Et surtout qu'en plus, dans ses œuvres, dans l'astronomie nouvelle, par exemple, il explique comment il a cheminé pour faire ses découvertes. Du coup, c'est assez fondamental si on veut faire de nouvelles découvertes pour s'inspirer de sa méthode, quoi. Alors, je me demande pourquoi est-ce que vous avez une idée de pourquoi on montrerait pas tant Kepler, quoi? On devine que vous avez de la sympathie hein, même pour lui. Hein. Oui, non, c'est vrai que il est clair que dans la série de mes héros, les bâtisseurs du ciel, Kepler est de loin mon héros favori, mais je pense à juste titre. Et la plupart des historiens des sciences qui se sont quand même vraiment penchés sérieusement sur ça reconnaissent tous la diversité incroyable du génie, la portée extraordinaire du génie de Kepler. C'est vrai qu'il est moins connu que Copernic. Pourtant, Copernic n'a publié qu'un livre qui n'est pas si révolutionnaire que ça, La Révolution des orbes célestes, mais symboliquement, ça représente une première faille importante. Et puis Galilée, c'est spectaculaire, d'abord parce que Galilée savait très bien se mettre en valeur aussi par les ouvrages qu'il publiait. Et puis le procès de Galilée, ça lui a fait effectivement une sorte de gloire éternelle d'avoir eu ce procès. Et Kepler, il reste effectivement mal connu, alors qu'effectivement, et la plupart des grands esprits, Newton l'a reconnu, Einstein l'a reconnu, c'est dans la grande lignée des plus grands savants de l'histoire, c'est effectivement Kepler. Et comme vous l'avez fait très justement remarquer, l'une des choses qui fascine non seulement les historiens, mais encore plus le romancier qui essaie de transcrire, c'est que Kepler, parmi les très grands génies de l'histoire des sciences, c'est quasiment le seul à décrire dans ses propres ouvrages le cheminement intellectuel qui conduit aux découvertes. Et ça, c'est une mine d'or extraordinaire pour voir le cheminement de la pensée d'un scientifique. Généralement, un scientifique qui va faire une grande découverte, il ne va exposer que le résultat final. C'est la gloire, c'est génial, trouver une grande découverte. Lui, Kepler, dans son esprit incroyablement complexe, etc., et subtil, il va décrire dans ses ouvrages, qui les rendent d'ailleurs un peu difficiles à lire, d'ailleurs, à l'époque, il raconte toutes les erreurs qu'il a faites avant d'arriver à sa solution. Donc, par exemple, dans l'Astronomia Nova, avant de décrire enfin la solution qu'il trouve, l'ellipse, à la page, je ne sais pas, 400 et quelques, etc., toutes les pages précédentes, c'est toutes les solutions bâtardes dans lesquelles il s'est fourvoyé auparavant, mais il les explique clairement. Et c'est ça le vrai cheminement de la science, et c'est ça la recherche scientifique. Et en plus, c'est un message pour aujourd'hui. On essaie de réformer nos systèmes de recherche. C'est très bien de réformer la recherche, mais on nous dit, parce que chercher, ça veut dire trouver. Alors, chercher, c'est pas trouver. Chercher, c'est explorer des pistes. Et il est bien évident que la plupart des pistes que l'on explore quand on cherche, ce sont des pistes sans issue. Pour arriver à trouver la bonne, il faut avoir exploré plein de chemins. Ben, Kepler le fait de façon absolument admirable dans ses livres. Donc, justice doit aussi lui être rendue pour cette honnêteté fondamentale. Oui, Juliana, ouais. Ah.
On va vous passer le micro, après. Ou il y a peut-être une question avant, on vous le passera après. Oui, bonsoir, Laurent Duval. Moi, une autre question pour Kepler, mais pour le satellite qui a été lancé donc, au mois de mars, 100 000 étoiles, je suis là. Ah, voilà, je donc, une fois qu'on aura isolé éventuellement une future planète ressemblant à la planète Terre, par exemple, ou en tout cas très proche, l'atmosphère, de l'eau, une forme de vie hypothétique, c'est quoi la prochaine étape? Pointer tous les radiotélescopes pour voir s'il y a une forme de vie intelligente et qui pourrait prouver, ipso facto, la visite hypothétique, entre parenthèses, de phénomènes rares observés sur Terre. En fait, comme vous le savez sans doute, ce n'est pas l'étape suivante, parce que c'est une étape qui a précédé cette affaire-là. Ça fait déjà pratiquement une cinquantaine d'années que à travers un radiotélescope, ça a commencé avec le radiotélescope d'Arecibo, on a commencé à envoyer des messages radio codés à l'intention d'éventuelles civilisations extraterrestres qui pourront décoder ces structures que l'on a mises dans ces impulsions radio. Alors pour l'instant, ces ondes sont à 50 années-lumière, donc ça a dû toucher quelques centaines de systèmes stellaires, peut-être avec quelques planètes, pour probable qu'il y ait des civilisations arrivées au même niveau de compréhension que nous dans une sphère aussi proche. D'accord. Vous savez également que depuis quelques décennies existe un projet d'écoute, cette fois-ci de signaux radio éventuellement émis par des civilisations extraterrestres, le fameux projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Bon, pour l'instant, ça n'a rien donné, sinon on vous l'aurait dit, il n'y a pas de secret, on n'est pas dans les X-Files, etc. Voilà. Donc, en l'absence donc de signes directs, je vous dis, l'espoir, il y a deux espoirs. Il y a un espoir qui est dans le système solaire. Vous savez qu'actuellement, il y a des robots sur Mars qui font des prélèvements, d'échantillons, etc. On va bientôt en ramener sur Terre. Il est possible que Mars ait abrité, non pas des petits hommes verts, mais peut-être des bactéries dans le passé. Et au mieux, on pourrait trouver des bactéries fossiles sur Mars. Et déjà, ça permettrait de répondre à la question: y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Oui. Il suffit de trouver un autre exemple sur Terre pour être certain que c'est partout dans l'univers. Ça veut dire que ce n'est pas un miracle invraisemblable qui s'est produit uniquement sur Terre, que c'est le résultat de conditions physiques et chimiques favorables. Et à partir du moment où on trouve un deuxième exemple, on va pouvoir généraliser à l'ensemble de l'univers. Chaque étoile, enfin au moins sur les 200 milliards d'étoiles de la galaxie, il y a à peu près la moitié qui ressemble au Soleil, qui sont entourées de cortèges planétaires. Ça, on le sait depuis qu'on découvre les exoplanètes. C'est normal pour une étoile d'avoir des planètes autour. Sur ces planètes-là, il y en a forcément qui vont se trouver dans la bonne zone, ni trop près ni trop loin, pour qu'entre 0 et 100 degrés, il puisse y avoir de l'eau à l'état liquide, donc des planètes telluriques avec de l'eau liquide, peut-être une atmosphère, donc effectivement peut-être des conditions pour le vivant. Alors à l'horizon 2020, il va y avoir donc le télescope Darwin qui va être lancé et qui va être donc en principe capable de commencer à explorer ces planètes qui commencent à être détectées par Kepler, par le télescope Kepler, et faire des analyses de la composition chimique de ces atmosphères planétaires. Et les scientifiques ont mis au point un test de l'existence du vivant par une véritable signature chimique de l'atmosphère planétaire. Une atmosphère planétaire, si vous avez une forme de vie dessous, qu'il s'agisse de bactéries, d'éléphants roses, de petits hommes verts, tout ce que vous voulez, il doit y avoir de l'ozone et de la vapeur d'eau, en plus du dioxyde de carbone que l'on trouve dans toutes les atmosphères planétaires. Hein? Ça a été montré sur notre système solaire par des sondes qui ont fait ces analyses-là, et la Terre présente effectivement cette signature particulière. Donc en 2025, on saura le faire sur quelques étoiles proches, entourées de quelques planètes. Et vous imaginez le jackpot si effectivement on trouve cette signature de l'ozone. On saura cette fois-ci de façon certaine qu'il y a de la vie dans l'univers pas trop loin de nous. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'on arrivera à communiquer, parce qu'il y aura 99,9% de chances pour qu'il s'agisse de vie bactérienne. Oui, alors moi, monsieur Lunet, Tenez, monsieur. Je vous remercie de votre conférence merveilleuse. Alors, pour les lecteurs de la Bible, pour ceux ici dans la salle, certainement qu'il y a des croyants et puis des non-croyants. Bien dans le micro. Alors, il y a certainement des croyants et puis des non-croyants. Super. Oui. Dans la Bible, dans le livre de Josué dont vous avez parlé, vous savez que Dieu, il arrêta le soleil pendant, je crois, les 3/4 d'une journée, je crois. Hein, ou une bonne demi-journée. Hein. Et alors, je sais que, très bien, j'ai vu ça sur un livre d'astronomie, que les astrophysiciens, même les... peut-être pas les astrophysiciens, mais plutôt les astronomes,
pour fonder le calendrier julien, ils ont été obligés de tenir compte de cette demi-journée. Est-ce que vous pourriez expliquer la manifestation de Dieu là, pour les croyants, je parle des croyants. Hein. Alors, votre question est intéressante, elle n'est pas compliquée parce qu'en fait, elle fait appel à 3 aspects distincts et qui ne sont pas en rapport l'un avec l'autre. Il est vrai que dans le livre de Josué, donc, on décrit qu'effectivement, Dieu a arrêté le soleil pendant un certain intervalle de temps, ce qui justement a fait dire, si on prend ça au pied de la lettre, a fait dire à Luther que Copernic contredisait les Saintes Écritures. Première chose. Deuxième chose, les calendriers. Il y a une époque, effectivement, contemporaine à peu près, enfin un peu après la mort de Copernic, où on décide de réformer le calendrier, l'ancien calendrier datant de Jules César, qu'on appelle le calendrier julien, parce qu'il y a une dérive temporelle qui devient de plus en plus importante, pour fonder le nouveau calendrier, fondé en partie sur l'astronomie de Copernic d'ailleurs, qui s'appelle donc le calendrier grégorien, dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui. Et pour rattraper et pour corriger l'écart qui s'était accumulé au cours des années et au cours des siècles, on a sauté 12 jours dans les pays qui ont commencé à adopter le calendrier grégorien. Il y a 12 jours comme ça qui ont sauté totalement dans le calendrier. C'était en octobre de l'année, je ne me souviens plus exactement laquelle. Et ça a été très compliqué pendant très longtemps parce que tous les pays n'ont pas adopté en même temps cette réforme du calendrier. Et donc, dans certains pays qui avaient adopté le nouveau calendrier, il y avait un décalage de 12 jours avec des pays voisins qui ne l'avaient pas adopté. Donc c'était un peu compliqué dans les échanges commerciaux, les transferts bancaires qui existaient déjà à l'époque, et toute une affaire de transactions commerciales a rendu les choses extrêmement compliquées. Et ceux qui ont résisté le plus longtemps à la réforme du calendrier en Europe, devinez qui ? Les Anglais, évidemment, qui n'ont toujours pas adopté le système métrique. Eux, ils ont eu du mal à accepter le calendrier. Voilà. D'ailleurs, on retrouvera cette histoire quand je raconterai l'histoire de Newton. Newton est très, très content d'être né le jour de Noël, symboliquement, puisqu'il va se mettre un petit peu à l'égal d'un dieu, Newton, parce qu'il est même assez mégalomane, sauf que ce n'est vrai que dans le calendrier julien qui accourt en Angleterre. Mais selon le calendrier grégorien qui accourt sur le continent, Newton n'est né que le 3 janvier de l'année suivante. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce que vous êtes croyant, monsieur ? Non. Non, vous n'êtes pas croyant. Non. Oui. Mais cela dit, ça n'a pas grand-chose à faire avec cette histoire et ce que je vous ai raconté. Madame ? Voilà. Oui, je voudrais savoir jusqu'à quelle époque le latin a été la langue d'échange de ces grands savants. Et quel est le latin d'aujourd'hui? Est-ce que c'est l'anglais? Oui, bien sûr. Oui, vous savez que de même que le latin de cuisine a été effectivement la langue d'échange entre les savants pendant de nombreux siècles, aujourd'hui c'est un anglais de cuisine, c'est-à-dire réduit à un vocabulaire assez pauvre, qu'on appelle le globish d'ailleurs, que certains appellent, voilà, qui accourt dans les colloques et les publications. Voilà. C'est à la fois une peine et une nécessité. C'est un peu une nécessité de trouver un langage un petit peu commun à tous pour s'exprimer. Et puis la peine que c'est qu'on perd pas mal de subtilité, effectivement, quand on ne maîtrise pas parfaitement une langue. Donc le style est relativement pauvre. Voilà. Quelques questions encore ? Bonjour, Monsieur. Bonsoir Monsieur Luminet. Merci pour cette présentation très équilibrée de l'histoire des sciences. J'aimerais vous poser une petite question concernant une précision sur les découvertes de Kepler. Est-ce que les observations de Tycho Brahe lui ont permis de vérifier sa première loi sur les trajectoires elliptiques uniquement sur la planète Mars, ou bien est-ce qu'il a pu poursuivre ses travaux pour d'autres planètes? Ou bien est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Est-ce que ces travaux ont été ultérieurement plus ou moins éclipsés par la mise à l'index du système copernicien? Oui, excellente question. Alors, il s'est d'abord penché sur la planète Mars, parce que c'est celle qui présentait les mouvements apparents les plus bizarres et les plus capricieux, a fortiori ceux pouvant s'éloigner le plus
des cercles, des épicycles, etc. Et donc d'ailleurs, Tycho, de son vivant, lui avait lancé comme défi de s'occuper d'abord de la planète Mars, qui était visiblement la planète la plus compliquée. Donc c'est d'abord sur Mars que Kepler fait son travail de découvrir l'ellipse. Et donc dans l'Astronomia Nova de 1609, il dit d'abord « j'ai découvert la trajectoire elliptique de Mars ». Ce n'est que quelques années plus tard, toujours en travaillant sur les données de Tycho Brahe et en approfondissant ses propres recherches, qu'il va généraliser l'ensemble, la loi du mouvement elliptique, à l'ensemble des planètes du système solaire. Et ce n'est que dans l'épitomée de l'astronomie copernicienne dont j'ai parlé en 1616 qu'il dira que c'est l'ensemble de toutes les planètes qui tournent autour du Soleil selon des ellipses, et il commencera à en décrire les excentricités. Et c'est dans l'Harmonices Mundi de 1619 qu'il découvrira la fameuse troisième loi, la loi harmonique, sur laquelle Newton se fondera essentiellement pour découvrir la loi de l'attraction universelle. Donc ça s'est fait par étapes. Une dernière question peut-être? Non? Ou voilà, ici au milieu. Monsieur. Bonsoir. Alors, au cours de l'histoire que vous avez exposée, on voit qu'il y a à un même moment du temps des visions différentes des choses. Actuellement, quelles sont les visions différentes actuelles? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Les visions différentes de l'état de la... Oui, dans le temps, dans l'exposé que vous nous avez fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs visions différentes qui coexistent à certains moments. Oui. Ça. Des systèmes du monde qui sont différents. Oui, qui sont alternatifs, qui sont en compétition. Est-ce qu'il y en a actuellement? Le système de Ptolémée, le système de Copernic et le système de Tycho Brahe. Est-ce qu'il y en a actuellement? Ah, voilà, pardon, je n'avais pas entendu cette question. Oui, bien entendu. Alors, bon, c'est de façon peut-être moins aussi marquée que ces trois grands systèmes du monde, quand même très différents. Mais, par exemple, pour décrire... alors, évidemment, il ne s'agit plus au niveau de description du système solaire que les controverses se font aujourd'hui. La science n'avance qu'avec des modèles qui s'affrontent, qui s'opposent, etc. Donc, aujourd'hui, par exemple, autour de la grande question sur le Big Bang, par exemple, l'évolution complète de l'univers, il y a quelques modèles qui s'affrontent, même s'ils restent plus ou moins unis autour de l'idée générale d'un Big Bang, c'est-à-dire d'un univers en expansion à partir d'une configuration initiale chaude et dense, etc. Après, il y a des variantes qui s'affrontent, par exemple sur la nature de la matière noire, de l'énergie noire. Est-ce que l'univers est réellement dominé par des formes de matière non atomique qu'on appelle la matière noire, ou encore de façon plus exotique par des formes d'énergie bizarres et antigravitantes que l'on appelle l'énergie noire? Alors là, les débats deviennent plus vifs, tout simplement parce qu'on n'a pas encore assez d'observation et d'expérience pour trancher entre différents modèles. Et là, quand il y a des modèles assez opposés les uns aux autres, en l'absence de vérification expérimentale, les affrontements peuvent être effectivement assez sévères, mais du coup très intéressants, bien entendu, puisque du coup, chaque camp doit affiner ses propres arguments, doit améliorer ces modèles-là. Donc heureusement, évidemment, les controverses existent toujours aujourd'hui et plus que jamais dans le champ des sciences. C'est ça qui l'a fait avancer. Bien, mais écoutez, je pense qu'on va terminer sur cette question. Merci beaucoup. Merci et puis bravo à vous pour cette très très belle conférence.